Hello, c'est Milan d'Uncode School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code, bien évidemment, mais également recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonnes pratiques pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florian Clévenot. Alors Florian dirige l'équipe no-code chez Jelly-Smack. Durant ce podcast, nous allons notamment aborder ensemble l'intérêt d'utiliser les outils no-code dans une boîte qui est en forte croissance. Mais ce n'est pas tout. En effet, Florian nous parlera également de la manière dont il conçoit sa toute nouvelle équipe no-code, comment elle s'organise et comment il recrute. Donc si toi aussi tu veux monter une équipe no-code ou bien que tu souhaites en intégrer une, écoute bien cet échange, tu devrais pouvoir y trouver de bonnes pistes de réflexion. Je te souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti. Parfait, super. Salut Florian, est-ce que tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va super, toi ? Trop bien, bienvenue dans ce premier podcast et mon premier invité sur Uncode Session qui du coup va parler de l'organisation des entreprises sur les outils no-code, on va parler product builder et puis surtout on va vraiment se faire kiffer en parlant vraiment no-code pendant à peu près 45 minutes à 1 heure et toi tu bosses chez Jelly-Smack et ça va être hyper intéressant parce que chez Jelly-Smack vous avez mis en place une équipe produit et surtout de product builder, et donc une équipe qui fait aujourd'hui quoi, 7-8 personnes à peu près, c'est ça ? On est dans ces eaux-là. Du coup, en tout cas, merci Milan, en tout cas pour cette invite, pour justement ce podcast. Je suis très content de pouvoir présenter un petit peu tout ce qui se passe chez Jelly-Smack et surtout comment ça impacte gentiment mais sûrement l'univers no-code finalement. Et aujourd'hui, en effet, donc de mon côté chez Jelly, donc du coup, je m'occupe de faire grandir en fait l'équipe des no-codeurs. Donc on appelle chez nous des no-code engineers. Je sais, product builder, on n'est pas encore d'accord sur le terme. Et en effet, j'ai aujourd'hui, 1 heure pour te convaincre. je sais, je suis convaincu. Il faut juste que voilà. Mais sinon, en tout cas, aujourd'hui, en effet, on a 6 du coup no-code engineers, donc product builder, qui travaillent à plein temps, donc en CDI chez Jelly-Smack pour des projets de Jelly. On en parlera tout à l'heure. Et donc, du coup, plus ou moins, on arrive à 7. Et sachant qu'aujourd'hui, on continue de recruter donc des no-code engineers, parce que voilà, les besoins continuent et il y a une vraie levée qui est en train de se faire. Mais on pourra en parler un petit peu après. Trop bien. Et ben, avant de démarrer et de plonger en fait directement, ce que je propose pour tous ceux en fait qui vont nous suivre, c'est de parler vite fait en fait du déroulé qu'on va suivre durant ces 3 quarts d'heure à 1 heure en fait. D'abord parler un petit peu de ton parcours, parce que ça c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes pour essayer de comprendre comment est-ce que toi t'en es venu au no-code. Ensuite que tu nous présentes quand même Jelly-Smack, hein, de ce que j'ai compris. C'est une boîte qui fait déjà qui fait plus de 1000 personnes, 1700 si je me trompe, c'est ça à peu près. On va voir tout à l'heure, ouais. Ouais, donc on est sur quand même des chiffres qui sont très très impressionnants. Ensuite, pourquoi est-ce que toi tu t'es mis au no-code ? Ça, c'est quand même des choses qui sont particulièrement intéressantes. Comment ensuite tu as organisé l'équipe no-code ? Quelles sont les compétences que tu attends en fait d'un profil no-code ? Comment est-ce que toi tu les recrutes ? Parce que ça, c'est quand même un sujet qui aujourd'hui est assez complexe pour pas mal d'entreprises qui veulent se mettre au no-code, ne savent pas vraiment comment recruter. Donc, étant donné que tu fais partie des pionniers, ça, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais bien avoir ton avis et un peu tes process sur ça. Et ensuite, nous parler un peu de ta vision, quelle est la suite en fait pour cette équipe. Tu étais en train de me dire en fait au début que vous continuez de recruter, donc tu nous parles un petit peu de là où vous voulez aller. Et puis, on se terminera par quelques petites choses un peu sympas sur des conseils et tout ça. Mais avant de démarrer, ce que je propose de faire, c'est de te présenter. Eh ben, écoute, carrément. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, donc du coup, mon nom est Flo, et donc chez Jelly-Smack depuis bientôt 1 an. Et du coup, j'occupe le poste, en effet, de No-Code Engineering Manager. Donc, tout simplement, j'ai la responsabilité de faire grandir cette équipe No-Code qui est partie de zéro, from scratch, et qui grandit au fur et à mesure, gentiment mais sûrement, mais qui prend ses marques et qui avance. Et du coup, avant Jelly-Smack, j'étais déjà dans l'univers un petit peu tech. J'étais plus exactement dans l'univers des hackathons. Donc, des événements qui étaient tout simplement des compétitions de développeurs, donc pour faire fuser des idées sur un temps déterminé, donc autant en France, à l'étranger, pour des Louis Vuitton, mais également des ADO dans la tech. Et donc, du coup, si on repart un peu en arrière, mais promis, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. À l'origine, j'étais formé en génie mécanique et productique. Donc, j'ai bossé dans l'aéronautique, dans l'automobile. J'ai bossé autant pour du Qatar Airways que du Continental. Mais après, j'ai fait un switch, on va dire, à la fin de mes études d'ingénieur, où du coup, je sentais un peu la limite, on va dire, de l'industrie. Et j'ai voulu aller dans une industrie qui était j'ai voulu aller dans un environnement qui était beaucoup plus
on va dire, stimulants, qui bougeaient beaucoup plus. Et c'est là où j'ai fait un peu mon pivot de l'industrie lourde, on va dire, à la tech. Et c'est là où, du coup, j'ai fait ma dernière alternance pour un Master 2, après mon école d'ingé, pour justement faire du business dans l'IT. Donc, vraiment vendre du service informatique, du recrutement, de la gestion de projet. En parallèle de tout ça, de l'événementiel. Et c'est un peu ce melting pot qui m'a amené sur le hackathon. Mais du coup, comment est-ce que le hackathon, donc l'organisation d'événements, 10, 20, 3000 personnes un peu de partout, m'a emmené sur le no-code? C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, j'avais atteint un peu un plafond de verre sur cette organisation et j'aidais plus les personnes à organiser des hackathons et finalement à comment est-ce qu'ils pouvaient organiser de façon plus rapide, plus smart. Et c'est là que j'ai basculé dans le no-code et dans le no-code chez Jelly Smack. Ok, on va revenir un petit peu sur ton expérience d'avant, avant d'aller directement sur Jelly Smack, parce que je pense que c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tu es tombé dedans, parce que finalement, Jelly Smack, en fait, c'est un peu ta deuxième vie sur le no-code, mais tu en as eu une première en fait auparavant. On peut peut-être citer la boîte dans laquelle tu étais auparavant, pour le Tout coup. à fait. Du coup, j'étais chez Be My App, donc qui est une Ok. agence événementielle spécialisée dans le hackathon, qui a plus de 10 ans maintenant et qui est du coup experte dans le domaine. Et comment je suis tombé dans le no-code, je dirais que c'était même encore un petit peu avant, avec, je pense, un des outils qui a été un des premiers utilisés par pas mal de monde, à savoir Zapier. Donc pour le coup, voilà, avoir de la notification lorsque tu reçois un mail précis, pouvoir récupérer des leads directement de par pareil, soit des formulaires qui allaient directement dans une spreadsheet. Donc c'est parti de là à la base. Et petit à petit, dans ma dernière expérience du coup chez Be My App, on a commencé à le mettre en place surtout sur comment automatiser globalement des processus événementiels. Donc notamment comment pouvoir automatiser des rapports, comment pouvoir également réaliser des dashboards. Par exemple, des dashboards pour pouvoir faire le pilotage de l'entreprise. Donc, du coup, avec ce côté, gérer la partie data, mais gérer des outils no-code comme du coup Google Data Studio pour faire de la data visualisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement prendre une jolie base Excel ou un gros tableau et du coup prendre toutes les jolies données qui sont dedans et on peut en faire des jolis graphes, mais du coup faire des dashboards dynamiques. Donc c'est parti de là et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Puis le confinement est arrivé, donc événementiel plus confinement égale grande claque. Donc du coup j'ai voulu profiter un peu de ce temps pour monter en compétences sur le no-code. Donc du coup formation tout seul via YouTube sur du Bubble, formation sur du Webflow. Et c'est là que j'ai vraiment senti qu'il y avait un énorme potentiel et que j'ai voulu le mettre en place de mon ancienne entreprise. Et c'est vrai que là où du coup on s'est séparé avec mon ancienne expérience, c'est tout simplement qu'il voulait garder ce côté événementiel au jour le jour, mais du coup moi je voulais me concentrer un peu plus sur le no-code. Donc sur un commun accord, on a chacun continue notre aventure et puis voilà, tout simplement. Et en fait, la problématique que vous aviez avant et celle pour laquelle toi, tu es parti en fait sur la partie no-code, c'était parce que tu, vous n'aviez pas de développeur en interne pour réaliser ces automatisations ou parce que du coup vous aviez peut-être pas les compétences ou autre. En fait, c'était quoi le choix de ces outils? D'ailleurs, comment est-ce que tu as choisi ces outils-là? Et en fait, la problématique en interne, tu nous parles de la donnée, c'est parce qu'il fallait faire des rapports en fait pour vous, il fallait faire des rapports pour des clients, juste pour comprendre un peu les problématiques, parce que ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes d'aller un peu sur la problématique pour comprendre en fait pourquoi ces outils ont été utilisés plutôt que de faire appel à un développeur. Complètement. Alors pour le coup, je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a le sujet dev et le sujet choix des outils. En Ouais. soi, sur le sujet des devs, Be My App a son équipe, de développeurs pour le coup, qui maintient son propre outil. Mais comme finalement beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui n'ont pas le temps de faire autre chose que d'avancer, sur leurs outils maison, qui est déjà un énorme boulot et on sait à quel point les développeurs sont déjà surchargés au niveau de leur roadmap de développement de produits. Donc c'est tout simplement, pouvoir avancer en parallèle et même en symbiose finalement, sur des sujets où on pouvait aller plus vite grâce à des technologies comme des typeforms, comme ne serait-ce aussi de la spreadsheet finalement, qui peut être utilisée pour du no-code, Mhm. et du coup de pouvoir aller plus loin tout simplement et de pouvoir aller sur des sujets où on avait, c'est même pas une question de devoir attendre, parce que ça veut dire que c'est leur faute, parce que ce n'est pas leur faute, parce que tu peux pas recruter non plus des dizaines et des dizaines de développeurs, un, parce que c'est compliqué, et deux, parce que ça coûte cher, mais c'est pouvoir justement les alléger et pouvoir nous avancer avec eux en fait, tout simplement. Donc il y avait ce sujet-là. Et le deuxième sujet qui est le choix des outils. Pour être très franc, ça s'est joué sur des formations et de la veille technologique personnelle, sur par exemple être formé sur Coursera sur la data analyse et donc du coup pousser un peu du Google Data Studio ou alors justement
scroller pas mal YouTube pour voir un peu tous les outils qui existaient. Et c'est toujours cette même question qu'on se pose dans le no-code aujourd'hui, c'est quel est le meilleur tool qui correspond à notre besoin. Et là, pour le coup, notre besoin, c'était de regrouper des données qui venaient de plusieurs formes, pour le coup, et de pouvoir avoir un dashboard dynamique qui nous permettait ensuite, derrière, de pouvoir piloter l'entreprise, mais également faire des rapports auprès de nos clients, faire également de la gestion de projet. Donc voilà, c'était ce use case-là, et du coup, cet outil matchait avec cette situation. Tu pourrais dire à peu près ce que le temps que tu as réussi à économiser en fait par cette automatisation. Enfin, c'était un temps plein, c'était 2 jours par semaine, peut-être 4 heures, un peu moins, un peu plus. Tu as une idée à peu près ou pas? Alors pour le coup, c'est surtout, dans ce cas-là, c'est-à-dire par exemple un dashboard, pour, monitorer un petit peu son activité et un dashboard pour pouvoir suivre sa gestion de projet. Je dirais que c'est pas le temps que l'on gagne à l'instant T, mais c'est surtout le temps que l'on va gagner sur une durée de projet, par exemple. On prend par exemple le sujet, d'un projet qui est celui, de l'organisation d'un événement. Et bien pour le coup, ça veut dire, mettre à jour, ta spreadsheet, ça veut dire, prendre un screenshot, l'envoyer à ton client, donner les informations, expliquer le pourquoi du comment. Donc tout ça, tu mets quand même une bonne demi-heure à chaque fois par semaine à le rédiger, sachant que tu as quand même 4 clients en général, voire plus. Donc du coup, tu multiplies ça en heures, ça va quand même relativement vite. Ça prend presque une demi-journée au final avec les petits détails. Ben, là, du coup, juste en remplissant, et vu que ce tableau était envoyé à tous nos clients, eh bien forcément, tu as gagné déjà une demi-journée par semaine par chef de projet. Donc, tu multiplies par le nombre de chefs de projet. Déjà, rien que là, c'est quand même hyper sympa de se dire que tu as une demi-journée en plus par tes chefs de projet qui peuvent être concentrés sur la satisfaction de ton client et l'organisation de son événement. Et donc, du coup, repartir sur la satisfaction client, tout simplement. Et lorsque toi, tu as utilisé ces outils no-code, c'était quelque chose que tu as fait en fait de ton propre gré ou c'est quelque chose en fait qui t'avait été conseillé par quelqu'un et comment c'était perçu en fait en entreprise que tu fasses ça? Parce que Zapier, j'imagine que si tu l'as fait de manière intensive, forcément, tu as dû aller sur des plans payants. Et quand tu vas sur du plan payant, ensuite, il faut sûrement aller voir le directeur ou la directrice financière pour ça. Du coup, il faut pouvoir justifier. Mhm. Est-ce que vous êtes allé dessus ou en fait, tu l'as fait un petit peu dans ton coin, voir un peu ce que ça donnait, ou vraiment il y avait une communication sur ces outils no-code qui avait été mise en place pour essayer peut-être d'harmoniser ça. Alors j'imagine qu'après on en parlera chez Smack où tout ça est probablement très carré, très organisé sur ça, mais vu que tu étais au début en fait chez BeMyApp, tout ça, comment toi tu l'as vu, tu as réussi à justifier ces choix-là? Bah, pour le coup, c'est pas forcément venu de moi, pour être hyper honnête. C'est venu d'un ancien collègue qui était déjà sur ces outils no-code, mais qui également faisait pas mal de Google Script. Donc, un petit peu ce côté un peu low-code qui permettait d'automatiser et de gagner du temps. Et du coup, lorsqu'il est parti, j'ai voulu un peu reprendre le flambeau très humblement, parce qu'il avait de largement meilleures compétences que moi. Mais du coup, c'était quelque chose qui culturellement était déjà là, surtout bah, petite entreprise d'une cinquantaine, alors peut-être plus maintenant, de personnes. Donc, du coup, tout le monde voit un petit peu tout ce qui se passe, tout simplement. On parle pas d'une grande entreprise de 1000, 2000, 5000 personnes. Donc, ce qui fait que l'impact était vraiment très concret, très réel. Et ce qui faisait que, oui, en effet, tu avais forcément des abonnements à prendre sur du Zapier, par exemple. Mais il y avait certes des justifications à apporter, mais finalement, la valeur était déjà apportée tellement rapidement et en direct avec tout le monde que c'était presque naturel d'une certaine façon. Ok. Et lorsque vous avez organisé en fait ces hackathons, moi je sais qu'à l'époque, BeMyApp, j'avais notamment connu, puisqu'avant de ça, j'étais dans la réalité virtuelle et du coup, il y Mhm. avait des clients qui avaient organisé en fait des hackathons autour de la réalité virtuelle. Sur du no-code, tu as déjà organisé un hackathon no-code ou est-ce que c'est des choses on en parlait déjà en fait quand tu y étais ou pas? Carrément, et pour le coup, bah, alors très humblement, j'ai vu un peu ces technos, bah, grandir avec le temps. C'est-à-dire, par exemple, on voyait un peu ces Zapier, ces Notion un petit peu de loin, mais petit à petit, on a vu un peu, bah, les grands pontes finalement un peu se positionner sur le no-code. C'est-à-dire, par exemple, Google avec Google Data Studio qui a ouvert justement cet outil qui à la base était très, pour, les Google Ads finalement, la publicité, qui s'est Mm. ouvert, bah, finalement, vous pouvez mettre n'importe quel spreadsheet, n'importe quelle base Excel. Donc là, déjà, ça trouve des possibilités monstrueuses, pareil, de pouvoir y mettre des bases SQL. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en faire tout ce qu'on veut. Et voir également, surtout, bah, quand je parlais des grands ponts, c'est également Amazon, Google, Amazon, Microsoft, qui ont lancé leurs propres outils, justement, de no-code. Amazon, j'avoue, j'ai oublié le nom de leur C'est plateforme. Honeycode. Honeycode, merci. Et par exemple, Microsoft qui a lancé les Power Apps, justement, pour Mm. pouvoir interconnecter leurs tools. Et justement, bah, de voir déjà des grandes entreprises se positionner là-dessus, on se dit, attends, c'est peut-être pas juste a thing, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et pour Mm. répondre à ta question, en effet, on a organisé des hackathons pour Microsoft, justement,
pour mettre en avant ce côté Power BI, justement, Power Apps, Power Apps, justement, et pas Power BI, sur comment améliorer le quotidien des employés qui utilisent toute la suite Microsoft, que ce soit Teams, etc. Et à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de ces hackathons, si tu as pu y participer, tu te souviens en fait, parce qu'en règle générale, c'est souvent sur un week-end, c'est la manière dont ça se passe. Tu te souviens si les participants arrivaient à prendre en main assez rapidement en fait ces outils-là ou c'était assez compliqué parce que, enfin, pour avoir fait plusieurs hackathons avant, notamment sur la partie un peu plus dev, c'est vrai que la production, arriver à produire quelque chose en un week-end en tant que dev, c'est pas des choses qui sont tu fais ce que tu Super peux, on simple. va dire. C'est pas forcément hyper simple, mais c'est vrai qu'avec les outils no-code, tu peux aller plus loin. Est-ce que tu as pu voir un petit peu les rendus, les difficultés qu'il y avait à l'époque sur cette partie hackathon et peut-être même les profils qu'il y avait, ou je sais pas si tu étais impliqué en fait dessus? Je le suivais de loin pour le coup, c'était, des collègues qui étaient dessus, mais pour répondre à Ok. ta question, l'avantage des outils no-code, c'est qu'ils se prennent en main facilement, donc tu as toujours une courbe d'apprentissage. Après, l'idée, c'est justement sur ces hackathons d'avoir plutôt des temps de prise en main justement de ces outils, avec souvent ce qu'on appelle des MVP chez Microsoft qui justement accompagnaient les équipes pour pouvoir soit les guider, soit monter en compétences. Mais en tout cas, on a réussi à avoir des projets hyper cool en très peu de temps, et ça, c'est hyper sympa, et ça fonctionne pour quasiment tous les tools en no-code aujourd'hui. Alors évidemment, tous ne sont pas égaux en termes de courbe d'apprentissage, hein, ça je pense que c'est un vaste sujet, mais pour le coup, même sur d'autres hackathons, tu vois, j'ai pu voir des prototypes d'applications qui étaient soit, par exemple, des web pages, mais qui étaient faites sur Notion, par exemple, et qui du coup étaient hyper bien faites. Tu as l'impression que c'est une vraie web page qui tourne super bien, ou d'autres qui vont faire un peu de bubble. Bon, là, c'est quand même des personnes un peu plus Ouais. posées, mais on arrivait à avoir des choses en tout cas hyper sympas. Mais voilà, ça c'était du coup ce qui se passait dans les hackathons, et du coup, ce qui est cool, c'est de voir que on est passé de le no-code, c'est les gadgets, et le no-code, c'est finalement du proto ça devient un outil stratégique, et c'est ce qui est en train de se passer justement chez Jelly aujourd'hui. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, super transition. Ça me fait plaisir que tu me parles effectivement sur le fait que les grands comptes s'intéressent fortement quand même aux outils no-code, même si c'est pas ceux utilisés plutôt en startup, parce que effectivement, on a tendance aujourd'hui à réduire no-code à MVP, MVP à startup, et effectivement, du coup, à ne pas faire rentrer ces outils no-code dans les grands comptes. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quand même d'autres outils qui sont déjà positionnés sur les grands comptes, qui sont déjà utilisés, qui mériteraient effectivement d'être plus connus. Mais pour le coup, je pense que ça, c'est un vrai point à souligner. Et comme je te le disais, tu fais quand même très très bien la transition, puisque maintenant, on va passer un petit peu sur Jelly Smack. Et Jelly Smack, qui au final est une boîte qui est déjà en fait complètement énorme, et qui est peut-être pas si connue que ça du grand public, alors qu'en fait, toutes les personnes que vous aidez sont quand même très connues du grand public. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Jelly Smack pour que tout le monde soit opérationnel sur ce que vous faites? Bien sûr, très rapidement, Jelly Smack, c'est une entreprise qui a été montée par des Français il y a maintenant 6 ans, par nos cofounders, et qui du coup était partie d'un postulat très simple, qui était celui que l'édition de vidéos et surtout de la création de contenu est énorme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une consommation quand même sur YouTube, TikTok assez monstrueuse, et que les créateurs s'éclatent à faire des vidéos. Sauf qu'il y a un pain point, une problématique qui est énorme sur l'édition de vidéos, enfin sur la création de contenu, c'est l'édition de vidéos, justement. Et du coup, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut aider tout ça? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Jelly Smack a deux grands business, on va dire, à deux grands axes. C'est comme ça que je les définirais en tout cas. Un premier qui est vraiment la création de contenu en interne, c'est-à-dire que Jelly Smack, comme tu disais, n'est pas forcément connu du grand public, mais par contre, a ses propres chaînes de contenu sur YouTube ou autres plateformes, notamment Gameology sur le gaming, notamment tu vas avoir Oh My Goal pour le foot, Beauty Studio, qui tous à eux cumulés, je pense qu'ils génèrent plus de 6 à 8 milliards de vues, si je dis pas de bêtises, par mois. Donc ce qui est quelque Par chose mois? d'assez conséquent par Ah mois, tout à ouais, fait. Donc c'est ok. très conséquent, et pour le coup, je pense que je risque de me faire tirer les oreilles sur les chiffres, mais on est quand même dans ces ordres de grandeur, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, on a nos propres studios, on va créer nos propres contenus, faire nos interviews, et du coup, les envoyer sur les plateformes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, eh bien, cette réussite, c'est-à-dire que ces chiffres permettent aussi d'avoir une légitimité Bien auprès sûr. des créateurs. Et c'est là qu'intervient le deuxième modèle, c'est qu'on vient accompagner les créateurs pour que justement, ils puissent faire grandir leur communauté. C'est-à-dire que notre valeur, c'est pas
on vous garantit un nombre X d'abonnés en plus, c'est plutôt vous aider à vous lancer sur, par exemple, Facebook, si vous n'êtes pas encore, vous lancer sur TikTok. Et tout cela également, en plus, en gardant l'esprit qu'a le créateur, c'est qu'aujourd'hui, on n'impose pas une ligne directrice ou de direction artistique à un créateur, c'est vraiment, ils font leur sujet et ils font leur rush. Donc, du coup, les prises de vidéos. Et nous, Jelly Smack, on va les aider justement sur cette partie édition, publication, qui est du coup notre expertise. Et cela est possible grâce à des outils qui ont été développés en interne qui permettent d'accélérer tout ça sans révéler la sauce magique. C'est un petit peu l'idée. Donc, du coup, on a des énormes teams data et développeurs qui, justement, travaillent directement. Et bon, pour citer quelques noms un peu connus, on travaille notamment avec MrBeast aux États-Unis, on travaille notamment avec d'autres streamers ou même YouTubeurs français. Donc, pour le coup, on est vraiment assez large aujourd'hui. Et pour comprendre un petit peu le business model pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui sont intéressés par Jelly Smack, c'est un abonnement, c'est des fees sur de la monétisation. Il y a un business model en fait sur lequel vous êtes positionné, forcément, mais j'imagine. Mais Oui. quel est-il? Alors là, pour le coup, je pense que ça va vraiment plus être les business qui vont pouvoir te répondre et je pense que pour être très franc, tout va dépendre aussi des créateurs. On va avoir par exemple, tu vois, Ok, des bien very sûr. importants créateurs ou autres. Mais l'idée, en effet, c'est de plutôt avancer en partenariat avec les créateurs et justement de pas être là pour un petit peu être vampire, mais plutôt pour les aider à grandir, tout simplement. Donc, on va avancer là-dessus, globalement. Ok, d'accord, un vrai côté win-win en fait dessus. Et je confirme Exactement. effectivement pour être totalement dans le côté édition, et enfin tu le vois bien avec ce podcast, qu'effectivement Ouais, le montage vidéo plus le partage, c'est des choses qui prennent 2 fois plus de temps que finalement l'enregistrement en lui-même. Donc c'est une complètement. vraie plus-value finalement d'avoir ce genre de service, parce que ça nous laisse plus de temps pour de la création de contenu, ce qui est finalement un peu notre cœur de métier, et c'est là où on est bon. Et C'est ça. la vraie plus-value d'une personne qui, par exemple, enregistre un podcast ou une vidéo, c'est pas tellement celle de monter, c'est plus celle d'apporter de la valeur dessus. Écoute, merci. Du coup, pour Jelly Smack, très clair, vous êtes combien dans la boîte à peu près? Tu as un chiffre Alors, ou pas? c'est une bonne question parce que ça grandit en non-stop, mais en tout cas, c'est pour donner une idée, on était, je pense, allez, on devait être quelques centaines au moment où j'étais recruté, donc c'était il y a à peu près 1 an. Et là, on a dépassé les 4 chiffres il y a déjà un bon moment, en tout cas. Donc, on a un recrutement qui est assez conséquent, où du coup, justement, l'idée, c'est qu'on puisse aider tous les créateurs un peu du monde, justement, à go bigger. C'est vraiment notre headline. Et du coup, ça demande à justement aller un petit peu de partout. Et justement, je pense qu'on va pouvoir faire le lien directement avec ce qui t'occupe. C'est que, étant donné que vous recrutez, c'est quoi à peu près, vous devez recruter au moins 50 personnes, j'imagine, par semaine, peut-être même plus, Ça peut pour le arriver coup. qu'on soit sur des gros volumes de recrutement, en effet, par semaine. Et quand on dit recrutement, dit démarrage, dit onboarding. Et c'est là que le no-code a commencé à prendre son sens, justement. Cool. Et alors justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en règle générale, c'est vrai qu'on n'entend pas encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont organisé des équipes autour du no-code. En règle générale, on reste sur des choses assez classiques, avec des squads produits, et souvent avec un product manager qui finalement Tout à fait. essaye de tirer un peu les outils no-code de son côté, en plus de son travail de product manager. Et Ouais. sur le long terme, c'est carrément pas efficace. Et donc, du coup, ça m'intéresse vraiment que tu commences à me présenter en fait l'équipe que vous avez construite, quelle était la problématique que vous avez essayé de résoudre en fait au début, puisque vous n'avez pas commencé aujourd'hui, vous êtes 8. Vous n'avez évidemment pas commencé à 8. Donc, quelle était la problématique de base? euh, Pourquoi c'est toi qui as choisi de te mettre dessus? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu l'histoire. Pour le coup, en effet, je pense qu'il faut vraiment partir du tout début, à savoir que à la base, même le terme en interne de no-code engineer n'existait pas. C'est-à-dire qu'à Ouais. l'origine, j'ai même été recruté en tant qu'operation manager, donc responsable opération, sur justement accompagner des équipes sur comment améliorer leurs processus, les simplifier et les automatiser. Et du coup, mon premier projet, et c'est là-dessus que j'avais été recruté à l'époque, c'était comment accompagner les équipes people, donc les ressources humaines, sur, par exemple, regrouper toute une base qui permettait de gérer tous les contrats des futurs Jelly Smackers, voire même les anciens Jelly Smackers. Et forcément, passe un moment, tu ne peux plus tout faire à la main un par un, c'est pas possible. Il y a des choses vraiment qui devaient s'automatiser. C'était mon premier projet, justement, de regrouper cette base commune avec un typeform commun
avec vraiment toutes les infos. Donc, c'était à l'époque, on fonctionnait sur Typeform, Zapier et Monday. Donc voilà, c'est pas forcément pour ceux qui aiment bien le no-code la stack la plus sympathique, mais qui faisait très bien le boulot à l'époque. Et pour le coup, c'était des dashboards à plus de 100 différentes colonnes, avec plus d'une cinquantaine de variables du coup après paramétrer. Donc ça a été un beau bébé qu'on a réalisé, je pense, en 2 semaines et qui tourne toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que ça gère autant les demandes de nouveaux contrats, les amendments, donc du coup les modifications, les renouvellements, les fins de contrat également. Tout est géré par Inform. Et du coup, c'est le point d'entrée d'absolument tous les RH et ça envoie après sur toutes les automations qu'on a pu construire derrière. Et du coup, à ce moment-là, donc c'était très Operation Manager, mais on a dû changer le nom parce que Operation chez nous, c'est vraiment ceux qui montent les vidéos, ou en tout cas, c'est les équipes qui s'occupent de tout ce process justement de montage de vidéos. Donc, il fallait vraiment trouver un autre nom. Et c'est là qu'on est parti sur No Code Engineer pour apporter ce petit côté un peu tech. Et bon, on n'avait pas encore discuté à l'époque, donc il n'y avait pas le terme de product builder. Désolé, Milan. Et c'est comme ça. Tu vas me présenter tes RH. Non, mais on y arrivera à le changer, t'inquiète pas. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment été un premier gros projet qui a vraiment apporté pas mal de valeur et aussi pas mal de ce qu'on appelle des quick wins. Donc voilà, des petites automatisations qui t'envoient donc ce qu'on appelle des logs chez nous, c'est par exemple être capable de suivre que les automations se passent bien, que des emails ont bien été envoyés. C'était des petites choses, mais finalement, on est parti d'un gros projet et de quelques mini-réalisations de gadgets qui petit à petit ont vraiment plu en interne et plus dans le sens en mode finalement c'est pas gadget ce que vous faites, vous avez vraiment créé de la valeur, vous nous avez fait gagner du temps et aujourd'hui ça continue de tourner et c'est vraiment hyper solide. Et petit à petit finalement c'est on va dire le bruit a un peu couru finalement et finalement les personnes en légal sont venues vers nous, voilà, comment est-ce que vous pourriez nous aider, pareil en finance. Donc petit à petit on est même devenu une équipe qui aidait plus les départements en support d'une certaine façon. Et encore une fois, petit à petit, à force d'avoir des projets qui tournent bien et qui étaient cadrés, on s'est dit, attends, là, il y a un besoin, là, il y a vraiment un vrai levier stratégique à mettre en place, essayons de recruter. Et c'est là qu'est arrivé notre premier recrutement. Donc, je suis arrivé en juillet, donc 5 mois plus tard, avec notre premier no-code engineer. Et du coup, après, on a commencé à pouvoir, qui dit plus de ressources, dit pouvoir faire plus de projets. Donc, plus de projets qui, pour le coup, fonctionnent. Donc ça, c'est très cool. Dit justement, continuer un peu à mettre en valeur un peu ce qu'on réalise et du coup, les besoins qui ont commencé à tomber. Simplement, c'est parti de là à l'origine. Ok, et en fait, cette partie no-code, c'est vous qui avez décidé de choisir de le réaliser avec des outils no-code en fonction de ce que justement la branche People, les RH avaient envie de faire, ou les développeurs avaient aussi proposé une solution? Alors pour le coup, justement, tech et people étaient vraiment complètement séparés et c'était plus l'équipe alors mon manager pour le coup, Benoît, donc l'IT director, qui avait poussé justement Monday pour, passer, de la spreadsheet et de l'Excel à ayons un outil commun en SaaS, en ligne, qui nous permette déjà d'avoir une donnée commune, relativement propre et qui derrière, nous permette d'automatiser des éléments globalement. Et c'est là que déjà on a pu, rien qu'avec quelques automatisations internes à Monday, on a déjà pu, apporter une valeur monstrueuse à ce qui était poussé. Et c'est finalement grâce à ça qu'on a pu aller encore plus loin. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment, on en parlera peut-être après, mais on a vraiment cette volonté de comprendre quel est le besoin d'un département. Par exemple, on parle des people, mais ça peut très bien être les ops ou autres, et se dire quel est le meilleur outil par rapport à ton besoin finalement. Et en fait, attends, je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit. Finalement, la boîte, elle a un peu commencé, comme toutes les boîtes, entre guillemets, alors j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais tu commences sur un spreadsheet un peu classique, un Excel, un Google Sheet pour essayer d'organiser un petit peu les opérations. Et du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, vous avez dit, ouais, ça, c'est pas tellement efficace, il faudrait qu'on passe en fait sur Monday. Et à ce moment-là, dans les équipes, lorsque vous êtes passé sur Monday, parce que en fait ça pourrait être Monday, tu nous parleras de Notion puisque visiblement Bien vous êtes sûr. sur une migration par la suite, donc ça c'est assez intéressant. J'aimerais bien que tu me dises, à partir du moment où vous êtes passé à Monday, qui est du coup quand même un SaaS, qui est pour le coup quand même très différent d'un spreadsheet, comment les équipes se sont appropriées l'outil? Vous avez fait des formations en interne, il y avait des vidéos sur Internet, où vous avez dit allez on passe dessus parce que c'est pas efficace et forme-toi, essaye de faire quelque chose, parce que le souci c'est qu'il y en a qui vont être hyper motivés, qui vont faire des super trucs, il y en a d'autres qui vont pas être motivés, et puis il y a surtout plein de gens qui vont peut-être faire des choses un peu dans leur coin, et le souci ça va être de devoir rassembler en fait, ensuite donner le bon framework pour pouvoir travailler. Comment est-ce qu'on passe finalement, et ça je pense c'est une question qui est hyper importante dans une entreprise, comment est-ce qu'on passe d'un spreadsheet à un outil
qu'on pourrait qualifier en fait de no-code, en tout cas un outil qui, en tout cas dans l'univers no-code, est en tout cas assez connu pour bien organiser la productivité. Comment ça se passe? Enfin, en tout cas, comment ça s'est passé chez vous? Carrément. Alors pour le coup, quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Donc la transition s'était déjà faite. Mais disons que le fond du fond, c'était: «OK, aujourd'hui, on est en train de grandir. Aujourd'hui, on réalise énormément d'actions manuelles. Comment est-ce qu'on peut gagner du temps pour, ne arrêter justement», si je reprends un peu la partie, people, et ressources humaines, comment arrêter de tout rentrer à la main, un par un? Comment est-ce qu'on peut être, beaucoup plus smart finalement? Comment est-ce qu'on peut bon allez, j'utilise un peu de buzzword, mais un peu agile, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement, automatiser au maximum? Comment est-ce qu'on peut optimiser? Et c'est là qu'est venue justement, l'apparition, un peu la mise en place d'un outil no-code comme, Monday. Aujourd'hui, on passe sur Airtable, mais ça, on y viendra plus tard. Mais c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça et faire gagner du temps? Et finalement, au début, on peut se dire: «Attends, un nouvel outil, c'est-à-dire faut prendre en main», c'est pas ça fait toujours un petit peu peur et il y a un vrai management du changement là-dessus. Mais pour le coup, ce qui est génial avec un outil no-code comme un Monday ou un Airtable, c'est que, il se passe 2 choses. La première, c'est que tu as un effet waouh très rapide. C'est-à-dire que du moment que tu montres qu'un outil est simple à utiliser et qui te fait gagner du temps, déjà, tu as qu'une seule envie, c'est de l'utiliser. Clairement, tu dis: «Ah oui, non, mais c'est bon, ma spreadsheet, mon Excel, je le jette», même si il y a quand même des cas où ça reste important d'utiliser un Excel pour de Carrément. la finance, pour des choses un peu plus complexes qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui sur certains outils. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, de par déjà cet effet waouh, déjà, on donne envie. Donc déjà, tu enlèves un peu ce blocage de je veux pas changer d'outil. Déjà, tu passes cette première barrière de j'ai un pied dedans. Donc déjà, l'outil, il est pas ghosté, on va dire. Les gens ne Mm. l'évitent pas. Et après, ce côté formation. Alors, j'ai pas vécu pour le coup cette transition, mais j'imagine qu'il y a eu justement de la formation soit par équipe, soit de la formation justement par team, globalement. Mais en tout cas, ce qui est génial avec des outils no-code comme ceux-là, c'est qu'il y a des ressources assez insatiables sur les réseaux, que ce soit du YouTube ou autre. Et je trouve qu'on peut apprendre vraiment très très vite. Et pour être hyper honnête, avant de commencer chez Jelly Smack, je ne connaissais pas Monday.com et c'était mon boss le savait, hein, il n'y avait pas de souci, j'ai pas menti sur le CV, mais je pense que j'ai dû me former, aller 4 heures sur du YouTube avant de commencer à faire deux trois essais perso et c'était parti en fait. C'est finalement ce qui est génial avec les outils no-code, c'est que une fois qu'on les a compris, qu'on les a pris en main, on peut aller partout. Une fois qu'on a compris les clés, on peut aller hyper vite et ça, c'est trop cool. Trop bien. Et c'est un peu, tu as parlé un peu, alors je sais pas si c'est un buzzword aussi, mais de management du changement. Je Ouais, pense que c'est aussi des choses qui finalement sont hyper importantes en fait en entreprise pour être justement capable d'intégrer ces nouveaux outils sans justement faire peur. Et je crois vraiment que la formation a vraiment de l'intérêt en fait sur ça pour bien sûr. accompagner ça. Et ça peut être même sinon du support un peu classique sur un Slack où j'imagine dès qu'il y a un besoin, il y a des personnes qui sont un peu identifiées en entreprise. Tiens, moi, j'arrive pas à faire ça, j'ai pas trouvé sur tel forum. Et il y a une personne qui est capable aussi d'aider. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent justement aider à, à avoir plus ces outils no code en entreprise. Et pour faire le lien justement avec ce que tu disais, tu nous parlais de Monday, ok. Et surtout du fait que vous êtes passé sur une problématique people, après une problématique légale, et puis ensuite, j'imagine, à d'autres problématiques. Et Oui. par conséquent, à un moment, tu as commencé à me citer d'autres outils, notamment Airtable, etc. Euh, Parle-nous un petit peu de ça. Euh, Pourquoi ces nouveaux outils sont arrivés? Ça, c'est, on va dire, la Mmh. première question que j'ai. La seconde, c'est à partir de ce moment-là, j'imagine, vous avez commencé à avoir beaucoup plus de demandes. Du coup, qui dit plus de demandes dit besoin de recrutement et besoin de structuration. Bon, je pourrais Oui, répéter les questions si jamais tu les il as y a pas, il y a mais beaucoup d'éléments, mais je vois par où effectivement, dans un commencer. premier temps, est-ce que du coup vous êtes parti sur de nouveaux outils parce que vous avez vu des limites à par exemple à un Monday, ou c'était pour ajouter des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas dispo dans Monday? Je C'était quoi pense que la philosophie? pour le coup, c'est les 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et pour ne pas casser du sucre sur le dos, sur certains outils plus que d'autres, hein, c'est tout outil est bon dans le cas qui lui est défini. C'est-à-dire que Monday, quand ça a été mis en place, c'était très bien et ça a vraiment très bien tourné pendant un bon moment. Ça faisait vraiment, tout ce qu'on voulait. Il faut savoir que Monday a des outils d'automation en interne. On peut également, intégrer des outils externes, donc le connecter, en natif avec, des Gmail, des Slack. Donc vraiment, on peut faire quand même des choses assez sympathiques. On peut créer, des webbooks si on veut aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un très bel outil. Maintenant, en effet, là, petit à petit, Monday va rester encore présent pendant très longtemps, je pense, parce que on a beaucoup d'éléments business quand même qui sont dessus, mais qu'aujourd'hui, on avait besoin d'un nouvel outil comme un Airtable, par exemple, qui te permet
il faut se dire qu'un Monday est project oriented, donc orienté projet dans sa façon d'utilisation, alors qu'un Airtable, qu'on est en train de mettre en place gentiment mais sûrement, est plus orienté base de données avec du coup un natif sur de la connexion API, donc du coup de pouvoir aller plus dans le détail sur les éléments qu'on peut rentrer. Donc c'est finalement aller sur un autre niveau de complexité et un autre niveau justement d'automatisation. Un peu comme aujourd'hui on fait ces transitions Zapier Make, Zapier qui est très bien aussi pour des petites tâches, qui arrive à faire des choses relativement complexes lorsqu'on le maîtrise bien, mais au bout d'un moment, tu as besoin de passer à l'étape suivante, ou en tout cas dans notre cas, sur un niveau de complexité, sur une volumétrie de ce qu'on appelle des scénarios donc d'automatisation, on a eu ce besoin de passer sur un outil un peu plus conséquent, à savoir Make pour le coup. Mais les deux Ok. outils sont très bien, mais pour des use cases définis. Et aujourd'hui, donc, au niveau de la stack, c'est limite full Airtable et full Make, ou vous regardez un petit peu d'autres outils On également? reste ouvert aux autres outils, c'est-à-dire qu'on a des outils principaux, mais la beauté du no-code, c'est qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines d'outils qui soit existent déjà, soit sont en cours de création. Et on reste ouvert justement à des nouveaux outils qui soit peuvent se rajouter à notre stack existante, soit qui peuvent même remplacer des éléments. Par exemple, aujourd'hui, on utilise en effet Airtable et Make pour pas mal d'usages, mais finalement, on se pose la question d'utiliser peut-être un N88, Ouais. N8N, pardon, pour justement des sujets qui sont plus sur des volumétries de données, justement, qui consommeraient moins sur d'autres outils, potentiellement. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sujets qui se posent. C'est toujours se dire quel outil utiliser à quel moment, tout simplement. Quand tu parles de consommation, tu parles de consommation De nombre en termes, d'actions, pour le coup. ouais, en consommation d'actions, et effectivement pour Exactement. réduire un peu le pricing, parce que quand tu es quand même une grosse boîte, au bout d'un moment, je pense que ça finit par être quelque chose Il y a un qui sujet finit par coûter là-dessus, cher. puis tu as surtout aussi ce sujet finalement que, en effet, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, en général, dans les automatisations sur le no-code, on ne va pas fonctionner sur un prix qui est sur le nombre d'utilisateurs, mais plutôt sur un nombre d'actions sur notre scénario. C'est-à-dire, voilà, je reçois, mon déclencheur, c'est je reçois tel email, j'ai un module qui détecte le contenu, j'ai un module qui envoie une notification, pour faire très simple. Et donc là, tout ça, ça nous fait 3 actions. Sauf que forcément, au bout d'un moment, plus on a des choses compliquées et plus on a des scénarios qui tournent régulièrement, on passe de 3 à 100, à 1500, à plus. Et forcément, sur des cas où on doit faire de la mise à jour de données, ça fait un petit peu mal de cramer X milliers de données en un coup sur une base qu'on a au mois. Donc voilà, c'est se poser la question de comment optimiser les workflows, comment utiliser le bon outil au bon moment et équilibrer un petit peu tout ça pour que... alors, il y a une question de prix, c'est sûr, mais c'est vraiment une question wow, 1, 2, 3, 4, une question d'optimisation un petit peu au fur et à mesure, tout simplement. Ok. Et alors, du coup, vous avez acté que vous travaillez en fait aujourd'hui, bon, de manière ouverte, mais globalement quand même avec du Airtable et du Make. Tu as commencé à recruter, là maintenant vous avez commencé à être une belle équipe. Comment s'organise l'équipe chez vous en fait de no code engineer slash product builder? Comment ils s'organisent? J'imagine il y a des juniors, il y a des plus seniors, il doit y avoir des head-off. Comment ça marche? Et, euh, comment tu comptes la faire évoluer en fait? Je te laisse nous dire un peu ça, parce que ça, je pense que c'est un vrai sujet pour plein de boîtes aujourd'hui qui commencent à recruter. Mhm. Souvent, on est plutôt sur le recrutement, on va dire, d'une personne qui va être sur cette partie no-code. Vous êtes, je pense, faites partie des boîtes les plus avancées, en tout cas en France, sur le sujet. Donc, vous avez déjà probablement au moins 6 mois, voire un an, peut-être même 2 d'avance sur certaines boîtes. Comment vous êtes organisé dessus? Alors pour le coup, je vais même répondre à la question que tu avais juste avant, qui du coup va permettre de te répondre à cette deuxième partie, c'est déjà comment est-ce qu'on a recruté, tout simplement. Mm. Parce que finalement, c'est de par ce recrutement que l'équipe s'est construite et formée. Le recrutement, donc je parlais tout à l'heure donc, de notre premier no-code qui est arrivé 5 mois après moi, on est parti de zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le no-code, et surtout à l'époque, donc en novembre 2021, même si c'est pas si loin que ça, il n'y avait pas de ressources. C'est-à-dire que on ne trouvait pas de job description, on ne trouvait pas de salaire minimum, maximum. Le métier en lui-même étant tellement récent que tu peux même pas dire dans ta fiche de poste, du coup, je veux tant d'années d'expérience, je veux sur tel ou tel tool. Pareil, du coup, tu sais pas si tu fais une fiche de poste pour un manager de produit, vu qu'on parle de product builder, ou est-ce que tu fais une fiche de poste pour un gestionnaire de projet, pour un ingénieur. Donc, on est vraiment parti de zéro. Et finalement, on s'est dit, OK, finalement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours sur nos automatisations?
posons-le sur le papier, c'est bon, c'est notre description de poste, à savoir faire des discoveries, donc rencontrer justement un petit peu tous les départements et comprendre leurs problèmes, comprendre leurs besoins surtout, identifier les solutions techniques, mettre en place ces solutions techniques, les délivrer et avoir quelque chose de pérenne qu'on puisse transmettre. Et finalement, on s'est dit, allez, ça, c'est notre vision, c'est ce qu'on veut faire d'une façon globale, posons-le et testons. Au début, on a galéré, c'est-à-dire que je chassais par moi-même et également avec l'aide de quelques recruteurs en interne des profils, parce que pareil, déjà, on tape no code sur LinkedIn, on a tout. On a no Ouais. code freelance, on a no code builder, on a product builder, enfin, on est vraiment parti de zéro. Donc, il a fallu pas se casser les dents, je n'irai pas jusque-là, mais on y allait un peu à tatillon. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est bon, on a vraiment un process qui est défini, on a notre job description qui est hyper propre, on sait quelle étape réaliser. Alors qu'avant, c'était bon, t'aimes bien le no-code, t'es bon, tu veux avancer. Bon, c'est parti. Donc, ce qui reste toujours des très bonnes étapes, mais finalement, on a réussi à avoir quelque chose maintenant de plus structuré et qui nous permet d'avancer. Et finalement, également, pour répondre un peu maintenant à ta question de comment l'équipe s'est structurée et organisée, eh bien, forcément, au début, on était 2. Aujourd'hui, on est 7 et demain, on sera peut-être 10, voire 15. Tu n'organises pas ton équipe ni ta gestion de projet de la même façon, clairement. Bien Et sûr. finalement, c'est à chaque recrutement qu'on a repensé notre façon de travailler et qu'on a pu itérer. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment, OK, on a des demandes qui arrivent sur Slack. Voilà, telle personne a besoin de ci, telle personne a besoin de ça. Donc, au début, tu es un petit peu au mode pompier, justement, pour avancer. En parallèle, tu essayes un peu de régler les gros problèmes où tous les jours, tu reçois, tu sais pas combien de Slack et que tu te dis, attends, ça, si je le fixe, ça me fera gagner du temps. Ça, si je le fixe, ça me fera gagner du temps. Donc, il y a vraiment eu un gros moment de poser des bases, finalement, poser des fondements qui nous permettaient de dégager du temps. Puis, petit à petit, recruter 2 autres personnes. Donc, là, on a pu passer à 4 et se dire, OK, mettons en place un funnel de projets, un petit peu en mode Kanban, c'est-à-dire quels sont les projets qu'on doit réaliser, quels sont les projets à évaluer, en cours, finis. Donc là, on commençait déjà à avoir un peu de visibilité sur ce qu'on faisait. Ça fonctionnait pas mal. Après, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir une visibilité, mais il nous manquait la notion de temps et la notion de priorité. Donc finalement, c'est rajouter une vision un peu sprint qu'on retrouve un petit peu chez les développeurs, c'est-à-dire se dire, voilà, en 2 semaines, on a un nombre de cartes définies, données à des personnes définies, et vous avez 2 semaines pour les réaliser et pour avancer. Donc là, très bien, on peut prioriser des cartes, on peut se dire, enfin des cartes Notion, j'entends, et se dire du coup, voilà, tel projet, il faut le lancer parce que tel département en a vraiment besoin, c'est critique. Donc voilà, on commence déjà à avoir une vision assez propre et on peut également justifier également ce qu'on réalise, c'est-à-dire que lorsque j'ai des VP ou même des directeurs qui viennent nous voir en disant Florian, il faut vraiment que tu m'aides, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un no-code engineer, du coup, je peux légitimement leur montrer la roadmap, leur dire voilà la charge que j'ai sur 2 semaines, c'est pas que je peux pas. Par contre, c'est avec plaisir de faire la discovery avec toi, comprendre quel est vraiment ton besoin et que derrière, on puisse l'intégrer dans le sprint et se lancer. Donc, il y a un côté très dev management finalement qui s'est retrouvé là-dedans. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus. Donc, du coup, on a dû rechanger encore un peu tout ça, parce que finalement, on s'est rendu compte de 2 choses. Un, planifier ces sprints, les prioriser, les assigner, ça nous prenait 5 heures toutes les 2 semaines à raison de 4 personnes. C'est quand même monstrueux, donc c'est pas ouf. Et surtout qu'un no-codeur, un product builder, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est produire, globalement. Mm. Et qu'est-ce qui se passe sur des projets en interne, peu importe l'entreprise, c'est que tu vas avoir des projets qui vont aller plus vite que ce qu'on pensait, des projets qui vont être plus longs que ce qu'on pensait, et puis tu as les aléas de la gestion de projet qui sont que tu vas avoir des interlocuteurs qui vont te répondre plus vite, moins vite, le sujet Mm. finalement va se lancer au bout d'une semaine, au bout d'un jour, donc c'est hyper variable, donc tu te retrouves finalement à des situations où tu vas avoir des personnes qui vont être, où on pensait qu'ils vont être bons niveau projet et finalement ils sont blindés, ils n'arrivent pas à avancer. Inversement, d'autres qui étaient blindés, mais finalement il y a tellement de temps mort que ils sont dans l'attente. Donc on s'est rendu compte très vite que ça ne fonctionnait pas. Et quand je dis on, c'est les no-code engineers justement qui nous le remontaient. Et de là, c'était ok, c'est très simple. On se voit cet après-midi, grosse session ensemble, gros workshop. Qu'est-ce qui vous plaît avec cette méthode? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qu'on mettrait demain? Qu'est-ce qu'on mettrait dans 6 mois si vous aviez le budget? Et c'est parti, planifions tout ça et changeons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une méthode qui est très proche de ce que je te disais, du Kanban, mais on a un côté qui est plus libre, on va dire. C'est-à-dire qu'on a toujours ce funnel de j'ai toutes mes étapes de création, à savoir, je commence par les projets sont prêts à se lancer dans le sprint, je fais une discovery, l'analyse technique, l'exécution,
la documentation, super important. Et enfin, Mhm. le projet est terminé. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un backlog qui est créé de projets. Donc, pour ceux qui nous écoutent, un backlog, c'est tout simplement une boîte dans laquelle on va voir tous les projets disponibles sur lesquels on peut piocher finalement. Et plutôt de dire, voilà, c'est nous, la direction, entre guillemets, qui justement assignons, c'est plutôt, allez-y, regardez tous les projets qu'on a. Pour tel projet, il faut au moins un no-code, il faut au moins un project manager, etc. Attribuez-vous les projets qui vous plaisent, les projets qui vous donnent envie. Et du coup, l'objectif, c'est pas d'arriver à 100%, c'est d'en faire le plus possible, certes, mais c'est déjà d'avancer au maximum sur ces cartes-là, sur ces projets, avec quand même une notion de priorisation. C'est-à-dire que voilà, c'est se dire quand même, il y a des projets qui sont vraiment prio parce que on a besoin d'avancer. Et c'est là où, comment, pareil, pouvoir un petit peu agrémenter, non pas agrémenter, comment est-ce que tu peux rajouter ces projets et comment construire ce flux de projets finalement? Il vient de deux flux. Un premier flux qui est déjà nous en interne, quels sont nos objectifs pour qu'on fonctionne mieux, et donc du coup des projets de structuration chez nous, et en parallèle les demandes qui viennent de nos collègues, qui sont nos clients finalement, et du coup mixer avec tout ça, ce qui fait que tu as des projets qui sont autant pour le marketing, pour les opérationnels, pour la finance, pour la team IT. Et vu qu'on bosse toujours en binôme, un coup, tu vas bosser avec tel no-code, un coup, tu vas bosser avec tel IT support. Donc, ce qui fait que tu n'as pas un seul sprint qui est le même. Et aujourd'hui, ça fonctionne plus trop bien. Ça fonctionne plutôt très bien, pardon. Et maintenant, la question, lapsus horrible. Non, en vrai, ça fonctionne vraiment super bien. Mais il y a toujours cette question de se poser et se dire, OK, qu'est-ce qui a mieux marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et continuer à itérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu me poses la question de comment l'équipe est structurée, aujourd'hui, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas de bouquin qui existe sur comment structurer une équipe no-code. Et finalement, on essaye de la construire par nous-mêmes et avec ce qui nous plaît et ce qui nous permet d'avancer, en fait, finalement, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que dans le recrutement, on a pris autant des personnes qui potentiellement sortaient de formation, par exemple, de Uncode, par exemple, ou alors d'avoir des personnes qui étaient freelance depuis 1 an, 2 ans. Mais le point commun de tout ça, c'est qu'on a pris des personnes qui sont passionnées, qui vraiment veulent donner, veulent construire quelque chose, veulent aller plus loin et qui du coup nous permettent d'avancer. Et de par cette passion, déjà vont nous dire les choses et surtout vont nous aider à construire. C'est-à-dire je suis très humble dans le sens où, ok, Jelly Smack est l'une des premières entreprises à monter une équipe no-code en interne, mais je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas je ne dirais pas que je sais comment le faire. Maintenant, je vois ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, ça c'est sûr. Mais qu'en tout cas, c'est vraiment encore en travail en cours. Et c'est grâce à ce travail de dingue qu'aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui envoie. Maintenant, Je trouve que c'est vas-y, je t'en prie. je trouve que c'est ce qui est vraiment passionnant en fait avec ce que tu dis, c'est surtout les différentes itérations. En vrai, là, je pense que si les gens écoutent ce podcast, ils peuvent déjà gagner en fait plusieurs mois à savoir les choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Mais c'est assez marrant parce que finalement, je me rends compte que au début, vous êtes parti, je pense que tu l'as bien dit, un peu en mode pompier. Vas-y, on essaye de tout faire. Et puis ensuite, il a fallu vraiment organiser. Je pense que dans beaucoup de nouveaux métiers, finalement, ça se passe un petit peu comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, théoriser forcément dans un bouquin ce que font les product builders, ça va finir par arriver. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il faut quand même plus de pratique aujourd'hui pour pouvoir sortir des choses qui ont du sens et qui conviennent à différentes équipes. Pour bien comprendre aussi, tu as dit deux choses intéressantes. La première, c'est que visiblement, ces personnes travaillent en binôme, donc il y a une sorte de peer-to-peer Tout à fait. de product building, en fait, de mise en place en fait, de projets no code. Ça, je pense que c'est très intéressant parce que aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, je le voyais en formation, c'est pas toujours facile de faire travailler de manière collaborative les personnes, les no-code engineers, les product builders sur un outil no-code parce qu'ils sont pas super bien pensés. En tant qu'ancien dev, par exemple, nous, si on les travaillait ensemble, en fait, on utilisait GitHub, tu sors une branche et puis ensuite tu pushes, etc. C'était des choses qui étaient quand même un peu plus simples. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait pas nécessairement. Je pense que les outils no-code vont évoluer dessus. Donc là, ça va être quand même très intéressant par la suite. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, cette approche peer-to-peer que vous avez mis en place, qui, je trouve, est quand même plutôt prise du web et de mon point de vue en fait une super initiative, et puis peut surtout permettre vraiment de passer les bonnes pratiques à deux, parce que c'est vrai que tout seul finalement tu finis par te faire ton propre framework aussi, donc ça peut être intéressant quand même de confronter des points de vue et des idées sur ça. Je pense que c'était quelque chose qui avait été demandé en fait à la base par les équipes, où tu t'es rendu compte que finalement on allait plus vite en faisant du peer-to-peer
pour construire les outils? Alors, j'ai plusieurs réponses. On n'est pas forcément venu pour le plus vite. Pour être très honnête, c'est du coup une bonne pratique qui nous est venue de l'entreprise qui s'appelle GoJob, qui ont une entreprise no-code, enfin une culture no-code qui est très très forte aussi. Et ce qui est génial dans le no-code, c'est qu'on échange énormément sur les bonnes pratiques et dont justement celle-ci, où c'est vrai qu'avant on était très un projet égale une personne. Et finalement, de par cette bonne pratique, on a voulu partir sur un projet égale deux personnes, pas forcément pour aller plus vite, mais surtout pour plusieurs raisons. La première, c'est le partage de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu construis n'importe quel produit no-code. Si tu le construis tout seul, c'est toi qui as c'est la logique de comment tu l'as construit, comment il est réfléchi, comment il fonctionne. Un peu comme un développeur qui fait son code, finalement. Chaque développeur a sa logique, a son algorithme. Donc, le fait d'être à deux, ça permet déjà de partager la connaissance. C'est-à-dire que déjà, s'il se passe quelque chose, tu sais que tu as une deuxième personne qui est au courant, qui a la connaissance. Donc, tu enlèves un peu cet ownership singulier de la connaissance. Donc, ça permet de partager. Également, ça permet de confronter les idées. C'est-à-dire qu'à deux, déjà, on réfléchit plus vite et plus loin. Et donc, du coup, on pense différemment. Donc, ça permet de challenger chaque étape de ta conception, de ta réalisation et d'optimiser plus simplement plutôt que d'être tout seul et d'avancer en ligne droite. Et finalement, quand tu le présentes à quelqu'un, de dire, mais attends, et ça, et ça, et ça, déjà, d'être deux, tu gagnes quand même, je pense, énormément de temps sur ta conception et ta réalisation. Donc, c'est vraiment venu là-dessus, en fait. Le premier, le côté séparer l'ownership, et cette deuxième partie, confronter les idées, en fait, tout simplement. Déjà, il y a eu ça, et ça s'est concrétisé avec la documentation, où on va avoir vraiment chaque produit, chaque automatisation qui a été créée, qui est documentée sur comment elle fonctionne, d'où elle part, où elle va, quels sont les liens, quels sont les workflows, ce qui permet d'être sûr que tout ce qui est écrit est stocké quelque part. Donc, ce n'est pas écrire pour écrire, mais c'est surtout que si demain, on a un problème sur une automatisation, on sait où chercher, comprendre où est-ce qu'elle est. Potentiellement, on a la deuxième personne qui est présente, qui est dispo, qui peut nous aider. Et si jamais personne n'est là parce que voilà, c'est les ponts de mai, donc tu n'as plus que deux personnes qui sont là pour tenir le navire, et du coup, tu peux retrouver la doc et tu peux t'en sortir en fait. Et c'est ça qui est Une doc que vous faites sur quoi? Sur Notion aujourd'hui pour le coup. On est Ok, complètement d'accord. sur Notion. Après, Et vous en êtes content sur cette documentation? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, alors dans 3 ans, si on réécoute ce podcast, on verra comment ça a évolué. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas en 2022, il n'y a pas encore d'outils sur ce sujet. Notion, vous en êtes content en fait pour justement arriver à mettre en place en fait cette documentation? J'imagine qu'il doit y avoir un mix un peu entre de l'écrit, peut-être de la vidéo aussi, ou juste de l'écrit? Complètement. Pour l'instant, on en est content. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, déjà, ça fait le boulot. Déjà, ça évite d'avoir plein de docs X ouverts de partout. Et plutôt, tu as justement tout dans Notion, tout est organisé via les bases de données. Donc ça, c'est quand même vachement sympathique. Maintenant, oui, on évite de tout écrire pour écrire. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments en Loom aussi, donc pouvoir faire de l'enregistrement de vidéo pour pouvoir présenter potentiellement justement l'automation qui a été créée. Et on essaye vraiment aussi de se concentrer sur quelle est l'automatisation ou le produit qui a été réalisé versus présenter tout le workflow. Exemple très concret, aujourd'hui, tu prends l'onboarding, c'est immense. Ça part du recrutement à l'arrivée de la personne, le matériel, enfin, c'est hyper conséquent. Nous, on va plutôt intervenir sur les éléments d'automatisation no-code qu'on a mis en place globalement. Et après, on va s'appuyer sur les autres départements pour pouvoir un peu faire du patchwork avec tout ça et avoir quelque chose de propre. Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Est-ce que demain, on utiliserait, par exemple, je voyais des outils Git, en effet, qui fonctionnent très bien. Tu as d'autres outils no-code qui commencent à apparaître pour justement prendre des enregistrements de ce que tu présentes et pouvoir mettre des notes en live sur ton enregistrement. Donc voilà, il y a plein d'outils possibles. Pour l'instant, on est là-dessus, mais encore une fois, on n'est pas fermé à s'ouvrir à d'autres outils, en tout cas. Ok. Je pense que ça, c'est vraiment un point à dire à ceux qui nous regardent. La documentation, c'est extrêmement clé. Le fait de construire quelque chose, c'est important, mais le fait d'être capable de le transmettre, c'est extrêmement clé sur la réussite des projets que tu vas faire en fait en entreprise. Et je trouve ça hyper cool que tu en parles, parce que c'est souvent le truc qu'on met un petit peu de côté. On a envie de tester l'outil, de faire quelque chose, mais on ne se rend pas compte qu'en fait la transmission, c'est quelque chose d'hyper important, et même à titre personnel, parce qu'on pense tout le temps aux autres qui vont reprendre le projet. Mais mets-toi sur un projet et 3 mois reviens sur quelque chose, la réalité, c'est que tu vas sûrement plus te souvenir de ce que tu as fait, parce qu'entre-temps, tu auras fait 3-4 autres projets. Il faudra te remettre dedans.
et avoir une petite vidéo de rappel ou un petit syllabus, ça va pouvoir te remettre un peu plus dans le jus et tu vas pas perdre de temps à revenir dessus. Donc, en plus des bonnes pratiques, effectivement, et d'harmonisation sur les outils, la documentation, c'est extrêmement clé. Et je voulais revenir aussi sur un deuxième point que tu as dit pour bien comprendre dans tes équipes. Oui. Du coup, je comprends bien, il y a un backlog et tu viens un peu piquer. Ouais, je vais grossir, mais le matin, tu arrives et tu fais un peu ton marché. Ok, j'imagine qu'il y a quand même une personne qui doit être en charge un peu de recueillir toutes ces données et qui fait quand même un peu office finalement de project manager parce Tout à fait. que en fait, au bout d'un moment, c'est plus viable. Enfin, c'est pour ça que moi, je distingue en fait les product managers des product builders parce que je pense que c'est pas le même métier et que chacun va faire des choses différentes. Ah, même si effectivement au début, ce que tu as dit, c'est que finalement, tu faisais un peu les deux rôles. Tu faisais à la fois tout ce qui est discovery, tu faisais la priorisation et puis tu faisais le building, la documentation. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, à partir du moment où tu as structuré, finalement, tu as été obligé de mettre en place une équipe qui ressemble à une équipe assez classique de squad produit avec un product manager. Là, ici, un ou une product builder. Il te manque peut-être des product designers. Peut-être que tu vas en recruter plus tard si jamais tu en as besoin. Alors, peut-être pas sur de la base de données Airtable parce qu'il n'y a pas des besoins UX incroyables dessus. Mais si vous partez sur d'autres outils où l'UX est plus important, j'imagine que ça ferait partie peut-être de tes recrutements futurs. Juste pour nous dire, du coup, sur cette équipe de 8, comment c'est structuré en fait concrètement? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tu as complètement raison dans le sens où aujourd'hui, on regroupe un peu plusieurs casquettes et on essaye un petit peu de séparer tout ça. C'est-à-dire que dans la priorisation, on va le faire en fait au niveau, alors j'aime pas ce terme, mais manager. C'est-à-dire que au-delà de l'équipe no-code, de notre équipe IT, parce que d'ailleurs ça, on n'en a pas mentionné, mais l'équipe no-code n'est pas dans la team tech, elle n'est Je pas voulais dans en la parler team après. data, elle n'est pas dans la team produit. On fait partie du IT, même si ce nom est un peu vieillissant pour le coup. Mais on travaille du coup avec des project managers qui font partie de notre équipe et également avec une équipe un peu plus sécurité de notre côté. Et ce qui se passe, c'est que on va venir me contacter en direct ou no-code d'ailleurs pour réaliser des projets où là, on va commencer à faire les discoveries, récupérer le besoin. Donc, on va pouvoir justement créer un peu des projets et les positionner dans le backlog. Maintenant, en effet, on a des visions qui sont très on a une vision qui reste quand même très transverse, dans le sens où, vu qu'on est en contact avec beaucoup de départements, on a une info et on a surtout une visibilité sur tous les projets qui est très très forte. Maintenant, on n'est pas non plus à 100% dans tous les départements tout le temps. C'est là qu'interviennent les project managers sur des personnes qui sont dédiées à des départements pour faire le lien entre l'IT et les départs, ce qui permet justement de se dire, OK, on entend qu'il y a tel et tel projet en cours, par exemple la base de données des employés, par exemple envoyer des ordinateurs, très bien. Mais finalement, dans le département, le fait d'avoir un ITPM Project Manager qui est du coup dédié, ça permet de déjà les guider sur des pré-solutions, de pouvoir un peu les orienter et les accompagner sur la partie technique, finalement, qui n'est pas leur métier, c'est normal, hein, il y a chacun ses éléments, on est là pour les accompagner, on est vraiment là pour ça. Et du coup, également, de pouvoir nous aider à prioriser en disant, voilà, la stratégie du département, elle est là, on entend qu'il y a tel projet, par contre, ça, c'est un projet important, parce que ça s'inclut dans tel roadmap de leur côté. Ce projet est important parce que derrière, ça impactera tel département. Donc, il permet d'avoir une vue beaucoup plus globale et également de, comme dit un de mes collègues, Hugo, de prendre les balles un peu pour nous aussi, de se dire, voilà, on a vraiment besoin de quelqu'un. Alors oui, mais posons un petit peu la chose. Donc, ça permet un petit peu aussi de protéger l'équipe no-code d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on arrive très vite dans le attends, est-ce que tu peux faire ça aussi? Attends, il y a un petit quick fix ici. Donc ça permet également de bien structurer. Et tout à l'heure, on parlait de ce fameux funnel qui permet d'avoir la vision de tous les projets. Là, de la même façon, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus légitime sur quelle est notre charge, quelles sont nos ressources. Mais maintenant, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir aider tous les départements. C'est vraiment la vision qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'est en fait assez marrant parce que donc, tu dis, vous êtes en fait cette équipe no-code est intégrée finalement dans l'équipe IT ou elle est à côté en fait pour le coup. Parce qu'il y a ça, alors parce que ça, c'est des choses auxquelles on pense et vous auriez pu choisir aussi une autre fonctionnalité, une autre possibilité de mise en place, de se dire en fait, on va au sein des BU, on va au market, on va aux ops, on va peut-être même en IT, aux sales, etc. Et on leur installe 2-3 personnes, une petite équipe en interne qui, du coup, va être en charge vraiment
qui va tellement bien connaître les sales, qui vont leur Mhm. faire des automatisations incroyables. Mhm. C'est vrai que sortir une équipe de sa BU, bah, tu es obligé de refaire de la discovery souvent pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Donc, c'est pas forcément facile non plus. Est-ce que c'est des choses qui sont peut-être amenées à évoluer ou vraiment le fait de sortir, vous y avez vu un avantage en fait particulier? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, donc, le département, IT Business Solutions, c'est comme ça du coup qu'on se présente. C'est au-delà de fournir du software et de l'automatisation, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner tous les départements justement dans leur scalabilité finalement? Comment est-ce qu'on peut les aider à grandir? Comment est-ce qu'on peut les aider justement à automatiser ou au-delà juste même d'automatiser, mais c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier qui est leur vraie valeur finalement au sein de la boîte et pas juste de faire des éléments à la main globalement. Ce qui fait que les no-code aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une équipe pooled chez nous, c'est-à-dire qu'on est en effet regroupé ensemble sur une équipe no-code, mais on peut bosser pour tous les départements. C'est-à-dire que si au début on était très support, la vision c'est on a l'envie de pouvoir accompagner tous les départements dans tous leurs projets no-code, que ce soit via la team no-code, voire même voir eux directement, c'est-à-dire qu'ils prennent en main ces outils, mais ça, c'est un autre sujet derrière. Mais c'est vraiment, on va autant chaque semaine accompagner le marketing, on va accompagner les sales via ces projets qu'on a récupérés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a préféré garder une équipe no-code? Peut-être que demain, ça évoluera. C'est dans le sens que qui dit no-code dit accès à des outils, dit création de documentation. Et finalement, avoir des no-codes qui soient dispersés un peu de partout, Ouais. bah, finalement, tu ne crées pas d'homogénéité, tu ne crées pas d'esprit de corps aussi, et surtout homogénéité dans la façon de gérer les automatisations, dans la façon de gérer la documentation, de prioriser les projets. Donc peut-être que demain, ça arrivera qu'on ait des sous-squads, peut-être dédiés en effet à des équipes, mais je pense qu'à l'époque où on a construit l'équipe no-code, c'était trop tôt. Parce que globalement, tu vois, qui dit ne serait-ce, tu vois, on parle d'Airtable, et ben si on met en place un Airtable ou un mec, et ben ne créons pas 15 comptes différents, essayons d'avoir quelque chose qui est groupé, c'est aussi avoir cette logique-là. Et à la limite, prenons des plans qui nous permettent de gérer des teams, de pouvoir Mm. disperser les droits. C'est vraiment l'objectif quand on a voulu construire cette équipe no-code, au-delà de l'équipe, mais également des technos, c'est d'avoir quelque chose de scalable et qui puisse être surtout contrôlable. Pas dans le sens de je veux garder la main dessus, mais dans le sens que ce soit clair, lisible, et que si on veut rajouter quelqu'un ou aider quelqu'un, on puisse le faire naturellement et que ce soit pas le bazar, en fait, tout simplement. Donc peut-être que demain, en effet, on aura des équipes dédiées, potentiellement, mais aujourd'hui, on est plus dans une philosophie de ressources, à se dire, voilà, sur tant de personnes, on alloue au moins tant de ressources par équipe, et du coup, de se dire, bah voilà, les ops, on sait que vous avez besoin d'au moins tant de personnes, envoyez-nous les projets, on les priorise. Et c'est du coup là que vient aussi ce besoin de recrutement, parce que du coup, on a dépassé un peu Mm. le recrutement, mais c'est de se dire, c'est pas recruter pour recruter des no-code engineers, c'est recruter parce qu'il y a des besoins en interne, parce que les départements voient la valeur du no-code au sein de leur département, qu'on peut leur faire gagner du temps, et de là se dire, ok, bah, ils ont d'un coup plein d'idées, plein de projets, et c'est qu'on puisse apporter l'aide et que justement, ce qui aujourd'hui est compliqué, par exemple pour un dev de dire, et je l'entends, bah voilà, on a une roadmap qui est bloquée, c'est qu'on puisse nous arriver un petit peu derrière, alors pas pour reprendre le travail du dev, hein, c'est pas l'objectif, mais qu'on puisse être un petit peu plus flexible via ces outils qui peuvent aller très vite et faire de la création de valeur très rapidement. Et d'ailleurs, si je m'arrête sur ça, sur la partie, c'est la partie dev, j'imagine que du coup, les devs donc aujourd'hui cohabitent un petit peu, enfin ou complètement avec vous sur ces outils no code. Ça a Tout été à quoi fait. leur appréhension sur ça? Ils se sont dit ah non non mais attends c'est pas possible qu'en fait une partie de la tech soit ailleurs. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette tech? C'est peut-être pas sécuritaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous ça nous va pas. Franchement ça peut être aussi de la mise en place de concurrence. Comment vous avez fait pour les rassurer, définir un périmètre et faire en sorte que cette relation finalement se passe bien, puisque pour l'instant, de ce que tu as l'air de me dire, tout fonctionne bien. Donc, c'est quoi les petits tips sur ça que tu pourrais nous donner? Du coup, les tips, c'est déjà de présenter ce que c'est le no-code, parce que c'est vrai que du coup, tout le monde n'a pas la même connaissance du no-code, que ce soit un développeur ou que ce soit un CTO. Les deux, à l'inverse, peuvent plus connaître l'un que l'autre. Donc Mm. déjà, il y a une vraie explication de quel est le no-code, quel est son impact, qu'est-ce que l'on peut réaliser avec, quel est notre scope également, comme tu l'as dit. Et pour le coup, des retours qu'on a eus, alors c'est peut-être parce que c'est l'état d'esprit de JSMAC, où c'est des personnes qui sont
à fond dans tout ce qui va très vite, qui, de la même façon, aiment voir de la nouveauté dans tous les sens, ont été au contraire très ouverts. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai présenté le no-code il y a quelques semaines, j'ai pas vu dans le chat de la présentation des du no-code, c'est pas bien. Au contraire, c'était en mode waouh, c'est trop cool, c'est trop bien, on fait des trucs hyper sympas. Du coup, des data scientists qui viennent me voir en mode mais du coup, vous utilisez tel et tel outil, est-ce que tu peux me montrer, est-ce qu'on peut avoir des licences? Donc, au contraire, ça a été plutôt bien pris. Après, je pense comment s'introduire, alors pas s'introduire, mais comment plugger, on va dire, les équipes no-code aux équipes dev, c'est encore quelque chose qui est en train de se faire, parce que c'est nouveau, ils ont aussi leur roadmap, ils ont leurs priorités. C'est plutôt de se dire, voilà, comment est-ce que sur les produits que vous développez, on peut vous aider avec du no-code sans vous casser votre roadmap, où vous allez construire des fonctionnalités qui vont être pérennes et qui vont se faire dans le temps, et que de notre côté, on ne recrée pas la roue finalement. Ne créons pas quelque chose en no-code qui, dans un mois, va exister via du dev. C'est là où on doit avoir du coup pas mal, je dirais, de visibilité et de bonnes relations avec finalement les directeurs et les VP de chaque tribe finalement, de se dire ok, c'est quoi vos prios, où est-ce qu'on peut vous aider, où est-ce que vous n'avez pas besoin d'aide parce que ça arrivera relativement vite, et du coup c'est une question de bon sens, de balance, et de là après tout se passe bien en fait. Trop bien, ça fait plaisir d'entendre ça justement, qu'il y ait des développeurs qui trouvent ça assez cool, parce que je trouve que aujourd'hui on est un peu dans un paradigme où on fait croire que finalement les développeurs sont pas intéressés sur les outils no-code, alors qu'en réalité dès qu'ils s'y mettent, ils trouvent que c'est hyper intéressant, et je trouve ça super Complètement. de le voir en fait, de le voir en fait chez vous, chez Jelly Smack, de se rendre compte qu'il y a énormément de valeur avec ces outils, et que finalement ça empiète sur le périmètre de personnes, et qu'en fait ça va pas faire disparaître un métier ou un autre. C'est juste qu'en fait il va y avoir une conjonction de tous ces acteurs, que chacun va trouver un peu son périmètre, qui pour l'instant C'est est ça. peut-être pas encore défini, et qui peut être défini d'ailleurs de manière différente en fonction des entreprises. Et je pense que c'est bien que tu le rappelles et que tu montres que ça marche. Ça, c'est vraiment important. Et c'était un peu l'idée que je voulais aussi avec ce podcast, c'était montrer que ça marche. On n'est pas juste sur une petite startup qui vient de se lancer un peu tout seul et qui imagine en fait le monde tel qu'il pourrait être le jour où ça sera gros. Non, vous êtes vraiment en train de le faire, et je suis hyper content que tu le rappelles. Et une autre question, pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, sur la partie recrutement aussi. Mm-hmm. Donc, tu m'as dit que c'était pas facile en fait de recruter quelqu'un. Alors effectivement, parce que déjà, difficile de trouver un nom, difficile de trouver des gens qui maîtrisent un peu ces outils, difficile de trouver même des gens qui connaissent ces outils, en fait, même qui ont entendu parler de no-code. Donc, je pense que ça, c'est effectivement amené à décroître avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est quand même hyper intéressant de voir que il y a des profils qui commencent à arriver. Mm-hmm. Si je veux postuler chez Jelly Smack, quand tu recrutes, t'attends quoi d'une personne en particulier? Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, aujourd'hui, finalement, on a mixé un petit peu différents trucs. Il faut que ce soit une personne qui soit capable de faire à la fois product manager et à la fois du coup de construire des outils. On a l'impression que c'est un peu un mouton à 5 pattes. Et je ne suis pas convaincu que c'est vraiment viable en fait cette histoire. Enfin, non, je suis pas que je suis pas complètement convaincu, c'est que je suis totalement convaincu qu'aujourd'hui ce mouton à 5 pattes n'existe pas. Et comment tu recrutes, et quelles sont les compétences que tu attends d'une personne qui va rentrer dans ton équipe? Alors pour le coup, comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui? Ce qui est génial, c'est que depuis le premier recrutement qu'on a eu, il y a des plateformes qui sont développées, notamment Product Builder. On va avoir No Code France aussi, qui est très impliqué, qui a également sa propre plateforme. On a un réseau qui est quand même hyper développé, ce qui fait qu'au début, quand on partait de zéro, c'était très compliqué d'avoir ne serait-ce des personnes qui postulent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quasiment une personne tous les 2 jours qui candidate. Donc c'est quand même hyper cool. Donc là, je pense qu'on a une trentaine de personnes qui a postulé, alors qu'il y a 5 mois, je galérais à avoir ne serait-ce une personne que j'allais chercher. Donc c'est vrai qu'on a passé quand même un beau step, une belle étape. Mais du coup, ce qu'on va rechercher, ça va être, alors, pas forcément, il y a vraiment, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le côté, on n'a pas de mouton à 5 pattes, mais d'une certaine façon, il n'y a pas également de profil type, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est 3 choses. La première, c'est le côté fit avec l'équipe. C'est-à-dire, est-ce que la personnalité, la façon de travailler, la façon d'être correspond à l'équipe qu'on est en train de construire. Donc, on recherche des personnes qui, en général, alors je dirais pas sont forcément hyper dynamiques, mais qui, en tout cas, sont passionnées par le no-code, qui vraiment ont soit appris d'eux-mêmes, soit ont fait des formations, mais qui vraiment veulent se lancer dans le no-code vraiment par
ouais, par passion, c'est vraiment ce qu'on Mmh. recherche aujourd'hui, hein. Et également des personnes qui, se donnent à fond. Donc, je dis pas des personnes qui vont faire des milliers d'heures, c'est pas du tout l'idée, mais des personnes qui sont, vraiment, c'est tu à 2 doigts d'aller manger et ils ne quitteront pas l'ordinateur parce qu'ils veulent absolument que ce workflow, que cette automatisation fonctionne. Je Et vois. c'est voilà, on sait de voilà, on parle de la même chose. Donc du coup, c'est vraiment ce côté-là et ce côté, envie de partager aussi, qui est très important pour nous. Ce côté autant veille technologique, mais ce côté aussi, avoir envie d'aider les autres et de les aider à monter en compétences, mais d'avoir aussi cette humilité que, bah, le no-code est tellement récent qu'on ne sait pas tout et d'apprendre également des autres. C'est-à-dire de également soi-même monter en compétences. Donc, ça, c'est le fit que je vais rechercher. Ensuite, on a la partie plus, on va dire, background, donc plus la partie, sur le CV, on va dire d'une certaine façon. Déjà, posons les bases, on ne cherche pas d'école, on ne cherche pas de formation particulière. Alors même si celle d'Uncode School fait très bien et on a justement, une personne chez nous qui fait un boulot admirable, qui est très, très bien. Mais en soi, aujourd'hui, je ne vais pas chercher quelqu'un qui sort d'une grande école, que quelqu'un qui, a fait une petite école ou même qui a même pas fait de formation, potentiellement. C'est vraiment ça n'existe pas aujourd'hui, donc il y a je trouve déjà quelque chose de très beau avec le no-code, c'est que, bah, chacun peut venir comme il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon équipe, par exemple, on a des personnes qui avant étaient responsables de magasins Marks& Spencer, par exemple. On a je voulais y venir tout à l'heure, mais on a un ancien développeur aussi, qui s'est du OK. coup converti dans le no-code, si je peux dire ça comme ça. De mon côté, j'étais plus dans l'événementiel. Donc finalement, c'est pas tant le background de base qui va nous intéresser, mais plutôt qu'est-ce que tu as fait avant dans le no-code? Et évidemment, Donc le c'est très récent, portfolio. donc potentiellement un portfolio. Et du coup, ça peut être des expériences entre 6 mois et 2 ans en fonction des personnes. Aujourd'hui, on est plus un peu dans ces eaux-là et du coup, ça va être soit des projets perso qui ont été montés pour potentiellement lancer des boîtes. Ça peut être aussi, avoir mis en place du no-code potentiellement dans des boîtes en amont, un peu comme j'ai pu le faire de mon côté, ou ça peut être des personnes qui étaient freelance et qui, pour le coup, ont eu des clients et du coup ont réalisé des projets no-code. Donc du coup, on va regarder un peu ce côté, expérience, mais pourquoi pas aussi qu'est-ce qui a été fait avant? C'est-à-dire le pourquoi tu es dans le no-code. En fait, la vraie question, c'est ça qui nous intéressait. Est-ce que c'est parce que, bah, tu as voulu changer de métier parce que ça te correspondait plus et que ça, tu t'éclates? Est-ce que c'est parce que tu voulais mettre plus les mains dans le cambouis? C'est plutôt cet élément-là qu'on va regarder. Et enfin, donc pour le côté portfolio, oui, tu vas avoir des personnes qui ont, 30-40 projets derrière eux, d'autres qui en ont peut-être qu'un ou 2. Et finalement, ce qu'on va regarder et ce qui me permet d'enchaîner sur le troisième point de comment on recrute, c'est le côté un peu use case test technique, d'une certaine Mmh. façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une personne qui soit opérationnelle sur les outils, qui ne soit pas expert, parce que bah, on n'est jamais expert d'un outil, mais qui soit en tout cas capable de comprendre des grandes lignes d'un Airtable, d'un Make, pourquoi pas d'un Zapier, pourquoi pas d'un Monday. On a aujourd'hui, on va dire, un panel avec notre stack, mais si par exemple, quand on fait notre test et que on n'a pas telle et telle réponse, bah non, on va pas partir là-dessus. C'est plutôt, on va regarder deux éléments. Le use case aujourd'hui, c'est présenter un cas technique qu'on a chez nous, vraiment une problématique qu'on a et depuis un moment et qui est très bien parce qu'il est relativement large. Et de là, on va regarder deux choses. C'est comment bah, la personne prend le projet en main. Parce que finalement, c'est de se dire, OK, dans cet entretien, tu as deux no-code avec toi qui potentiellement demain sont tes collègues, en fait, tout simplement. Et bien, tu as tel projet qui arrive justement dans le backlog. Comment tu le prends en main? C'est-à-dire, quelles sont les questions que tu vas poser? Quelles sont les personnes que tu vas vouloir rencontrer? Comment est-ce que tu fais ton analyse technique? Quel tool tu vas vouloir utiliser? Mais au-delà de quel tool et du coup se dire: «J'ai une petite coche, ça y est, elle a dit Airtable, c'est bon, c'est parti». Non, c'est de se dire: «Pourquoi tu veux l'utiliser? Quelle fonctionnalité? Pourquoi pas un autre tool?» Et du coup, de comprendre la logique du pourquoi, du comment, finalement. Et on va avoir un côté un peu plus, technique aussi, où là, on va pas mettre en main un Airtable ou un Make parce que ça n'a pas de sens finalement, parce qu'on n'a pas tous le même niveau et potentiellement, on peut monter en compétence sur ces outils une fois arrivé chez nous. Mais plutôt de se dire, voilà, bah, sur Airtable, on essaie de chercher un peu des keywords et de se dire, voilà, est-ce que tu as déjà fait des roll-up? Est-ce que tu as déjà fait des formulas? Est-ce que sur Make, comment est-ce que tu gères, est-ce que tu connais déjà la notion de bundle? Donc vraiment, c'est un peu de creuser un petit peu et de se dire, OK, estimer à peu près le niveau de maîtrise, d'expertise Mmh. de l'outil. Et du coup, les deux ensemble, c'est-à-dire cette partie un petit peu gestion, prise en main du projet finalement, et cette partie technique, se dire, bah voilà, est-ce que d'un point de vue hard skills, ça match? Et si on récapitule, on va regarder le fit de la personne. Est-ce que la personnalité, l'envie correspond avec l'esprit d'équipe? Est-ce que dans son background, on est sur du coup une personnalité qui va fonctionner parce que bah voilà, elle a déjà des expériences, même si très peu, ça nous va très bien. Et après le côté opérationnel, vraiment, est-ce que demain
on donne un projet. Est-ce que la personne peut se lancer? Oui, il y aura des choses à apprendre, oui, il y a de la prise en Ouais. main, oui, la montée en compétences, mais est-ce qu'on part d'une base suffisamment solide pour pouvoir avancer? Et pour le coup, par exemple, la formation de Duncan School fait très bien le boulot, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez JSMAC, on avance très vite sur plein de sujets dans tous les départements. Ok. Mais je pense que là, du coup, pour peut-être éviter le côté, entre guillemets, un petit peu McDo, venez comme vous êtes, la réalité, c'est que Oui, quand même, pour le coup, chez Jelly Smack, et je pense qu'en fait, c'est la bonne manière de recruter, en tout cas sur la partie hard skills, je pense qu'il y a quand même deux choses à comprendre au regard de ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. C'est que d'une part, tu as la partie, on va dire, technique. Donc là, il faut quand même ouais. avoir une connaissance du web, pas forcément très poussée, mais en tout cas assez claire. Si tu sais pas ce que c'est qu'une API, si tu sais pas faire des petites formules de base en fait sur Airtable, ça va quand même être assez compliqué. Je prends juste deux petits exemples comme ça, mais bon, les API, ça va être quand même très lié à Make. Ensuite, les formules, ça va être sur Airtable. Alors, ça, c'est des premiers points. Et l'autre point, parce que tu en parlais un peu tout à l'heure, c'est des personnes qui vont être amenées à parler également avec d'autres personnes. Donc, il y a un fit humain, mais également, en fait, peut-être cette culture produit qui est Oui, importante. Tu parlais de discovery, tu parlais ouais. de user story. Donc ça, sans être un PM, un product manager, sans être une énorme star en fait dans ce domaine-là, la réalité c'est qu'à minima, on va demander à ces personnes-là d'avoir au moins une connaissance du funnel produit pour arriver justement à faire la bonne delivery. Et quand même en termes d'art skills, du coup, ce qui va être demandé, c'est vraiment ça, une culture web qui soit quand même assise, sans être Mhm. forcément un développeur, et en même temps une culture produit. Je Bah, comprends bien. alors pour le coup, ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément quelqu'un qui a une connaissance, extrême du web en effet, mais qui a en tout cas une connaissance des outils. C'est-à-dire que, tu vois, sur le côté call API, si tu es pas expert en SQL ou autre, c'est pas grave, il y a pas de souci. Pareil sur les formules, ce qui est en fait génial avec ces outils, c'est que très vite, en fait, on est amené à les utiliser, mais c'est surtout que, il y a une documentation qui est énorme dans tous ces outils. Finalement, on arrive très vite à trouver des solutions, soit via la communauté ou autre. Donc c'est plus le côté débrouillard, tu vois, qu'on va Mm. rechercher. Après, oui, quelqu'un qui le maîtrise, oui, on sera, je dirais pas plus content, mais c'est sûr que tu gagnes un certain temps, mais c'est pas bloquant non plus. Et après, sur le côté culture produit, oui, si quelqu'un a fait du produit avant, c'est un plus, c'est sûr, mais je vais pas forcément, pas discriminer, mais peser un pour ou un contre sur un profil parce qu'il a fait du produit. Je vais plus regarder finalement, quelles sont les questions qu'il va poser justement dans ce projet et du coup un Mm. côté qui est plus du bon sens, qui tu peux voir ça ton produit, mais tu peux avoir vu aussi dans d'autres métiers et c'est plus ça qui va nous intéresser finalement. D'accord, ok. Parfait. Je pense que c'est assez intéressant parce que du coup, je pense qu'il y a plein d'autres boîtes qui vont avoir d'autres manières de recruter, mais c'est hyper cool d'avoir vu ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le côté fit humain que finalement tu m'as dit en premier. Tu m'as pas dit il faut que ça soit des stars dans tel ou tel domaine, mais d'abord, est-ce que ça match avec l'équipe et c'est une personne passionnée? Parce que en fait, bah, je pense au même titre finalement qu'en tant que développeur, pour avoir été dev avant, la difficulté, c'est qu'en fait, toute la journée, tu es confronté à des problèmes. Il faut aimer Ouais, résoudre des problèmes. Et en complètement. fait, il y a des gens, leur kiff, c'est pas justement de résoudre des problèmes toute la journée. Et je pense que tu l'as bien dit. Enfin, on fait partie de ce genre de personnes qui ne vont pas manger tant qu'un scénario sur Make ne fonctionne pas, ou alors ça nous obsède pendant 2 jours. Et, euh, et, C'est exactement et, ça. et, et c'est vrai que la passion, je pense que c'est quelque chose dans un recrutement, si tu arrives à avoir cette Mm. personne-là qui te montre vraiment qu'elle est passionnée, tu sais que si jamais il y a une difficulté, elle va finir par résoudre ce problème parce que ça va l'obséder. Finalement, c'est ces points-là en fait qui sont à rechercher. Et je suis assez d'accord sur la partie après hard skills. C'est toujours mieux si la personne a de l'expérience, mais notamment quand on est au début d'un nouveau métier, parce que vous êtes vraiment précurseur de ça. La réalité, c'est que tu peux pas être extrêmement exigeant en disant ça serait bien que vous ayez 10 ans d'expérience dessus, parce que en fait aujourd'hui, ça serait complètement illogique Exactement. de l'avoir. Donc Déjà, la techno n'existait pas, donc ça règle le ouais, problème. Mais c'est surtout, il y a ce sujet en effet, alors après passionné, on peut tout y mettre derrière, ça c'est sûr. Mais bien c'est sûr. surtout en effet, comme tu disais, c'est vu qu'on est en train de construire quelque chose et qu'on part de zéro, c'est des personnes aussi qui ont envie de construire aussi. C'est-à-dire que, alors encore une fois, sans, casser du sucre sur le dos, mais c'est vrai que dans des grosses équipes, on peut se dire: voilà, je suis à un poste défini, puis je fais mon job et ça s'arrête là. Là, on recherche vraiment des personnes qui veulent apporter également et qui veulent nous aider à construire, qui vont
vouloir et pouvoir remettre en question ce qu'on a pu faire avant, littéralement. Donc c'est ce qui est très cool en fait dans la team no code, je trouve, quand on le met en place dans une entreprise, c'est qu'on a un peu une petite entreprise dans l'entreprise finalement. Ouais, Et ça, c'est hyper sympa. Parce que finalement, vu qu'on bosse avec tout le monde, vu qu'on construit un petit peu nos process, qu'on se voit tous les jours et qu'on avance sur plein de sujets, bah en fait, on est presque un peu une agence, mais pour nos collègues. Et ça, c'est vachement cool. trop cool. Bah, écoute, on va quasiment être sur la fin de ce podcast. J'ai quelques petites questions, Bien sûr. plus non pas sur l'organisation de l'entreprise, mais plus sur toi. Aujourd'hui, donc, tu es vraiment enfin, vous êtes dans l'équipe vraiment full Airtable, full Make, et visiblement Notion, puisque vous êtes en train de faire en fait une migration en fait de Monday à Notion. Visiblement de ce que tu me disais. Est-ce que il y a d'autres outils que toi tu regardes, ou si tu avais un peu de temps à titre personnel, tu aimerais bien pouvoir tester ou monter un peu en compétence sur ça? Ça serait quoi par curiosité? Clairement, clairement. Alors juste pour, peut-être, reclarifier, j'ai peut-être fait un oupsie, tout à l'heure, mais quand je parlais de transition depuis Monday, c'était vers Airtable notamment. Ah Notion d'accord, ok, aujourd'hui, pardon. c'est un outil, qu'on utilise énormément et on a des équipes qui travaillent d'arrache-pied pour avoir un Notion en béton armé. Vraiment, on a enfin, pour le coup, je suis très fier de ce qu'ont pu faire, toutes les équipes là-dessus, les équipes d'onboarding et HR. On a vraiment quelque chose d'hyper costaud et c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise énormément pour notre documentation, pour la culture d'entreprise, qui est hyper forte. Il y a ce côté aussi asynchrone, finalement, vu qu'on est un petit peu de partout dans le monde, autant aux Mm. États-Unis qu'en France, que dans d'autres pays. Et du coup, partant de là, j'ai perdu la question que tu disais. Oui, est-ce que je veux partir sur d'autres outils? Complètement. Des outils, tu vois, que j'ai pas trop touché encore, mais qui peuvent être très sympas. C'est des softwares ou des glides, par exemple, qui sont des outils qui se pluguent en effet sur du Airtable pour créer des interfaces, pour déjà enlever cette problématique de nombre d'utilisateurs par outil, pour juste faire des petites modifications, pour pouvoir aussi avoir des prototypes potentiellement. Ça fait des choses aussi très sympas. Outils sur lesquels j'aimerais monter en compétence. Alors, mec, bien plus, quand on voit tout ce qu'on peut faire, je suis vraiment mais à un petit pourcentage de tout ce qu'on peut faire. Là, Ouais. on a des tueurs dans notre équipe qui me font Ouais. juste halluciner avec ce qu'on peut faire. Mais pour le coup, ouais, ça peut être un des outils clairement à faire partie là-dessus. Maintenant, en nouvel outil, ouais, j'aurais déjà cela. Je pense que si déjà on C'est déjà avance pas là-dessus, mal. c'est cool. Après, me remettre un peu dans du Webflow, parce que tu fais quand même des interfaces assez sympathiques aussi, et tu peux faire des produits assez costauds. Bubble, je l'ai touché, c'était sympa. La courbe d'apprentissage est super longue, même si derrière la puissance est énorme aussi. C'est proportionnel vraiment le temps d'apprentissage à la puissance derrière. Carrément. Mais c'est aujourd'hui pas ce qui correspond le plus à notre besoin, donc c'est pas forcément un outil vers lequel je me redirigerai. Mais il y a des très belles agences qui font du Bubble, il y a de très beaux freelances qui en font et qui font des très beaux projets. Mais du coup, c'est pas un tool vers lequel je me dirigerai en tout cas. Ok. Et justement, face à ces différents outils qui arrivent, toi, dans l'équipe, tu penses qu'au fur et à mesure, vous allez spécialiser des gens, enfin, ou que des gens vont se spécialiser en disant, bah, toi, tu es le spécialiste Make, tu es le spécialiste Airtable, tu es le spécialiste Webflow. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir, en fait, justement, des spécialités ou pas sur des outils? Parce que plus l'outil est complexe, plus au bout d'un moment, la spécialisation semble un peu nécessaire. Mhm. Vous allez essayer de rester très généraliste en fait sur les profils, ou au bout d'un moment l'idée ça va être peut-être d'organiser l'équipe par spécialisation d'outils no code. Alors, je pense pas qu'on organisera l'équipe par spécialisation d'outils. Par contre, dans le recrutement, en effet, on a essayé justement de recruter des personnes qui étaient expertes dans certains outils, par exemple sur du Make, par exemple sur du Airtable, d'un pour apporter à JSMAC d'une façon générale, et deux pour pouvoir faire monter en compétence d'autres no-codeurs qui peut-être y avaient un petit peu touché, mais pas forcément autant. Donc, je dirais que on va plus recruter des personnes spécialisées qui vont aider à monter en compétences et qu'il va y avoir un vrai lissage en fait qui va se faire avec le temps de finalement une équipe qui est alors certes, tu auras toujours quelques experts plus comparé à d'autres, mais qui du coup, tu as une vraie montée en compétences qui est exponentielle et qui te permet Ok. d'avoir une équipe qui est vraiment est très solide. Par contre, en effet, se pose la question de, en fonction des besoins, encore une fois, tu vois, demain, j'ai l'équipe produit qui me dit, Flo, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu justement de prototypage, des MVP, etc. Se posera peut-être la question là de prendre quelqu'un qui peut être plus sur du Webflow, du Bubble, même si on en a déjà en interne. Mais est-ce qu'il en faudrait pas un dédié potentiellement qui aide les autres après à monter en compétences? C'est pareil sur de la data.
Est-ce que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on s'oriente sur des outils no-code data, du Google Data Studio comme on parlait tout à l'heure. Donc c'est plus évoluer et recruter avec le temps. Là, tu vois, on recrute à peu près 2 par 2, je dirais, tous les 2 mois, à peu près. On est dans ces eaux-là, pour donner une idée. Ou non, tous les 2 mois, ouais, c'est ça. Et du coup, ça permet un rythme qui est assez propre, parce que ça permet déjà de pouvoir lisser la montée en compétences, de Bien sûr. lisser aussi qu'on appelle ça, la connaissance métier même, de comment on travaille, de quel est notre business finalement, et aussi de se dire, ok, de pas laisser des personnes sur le carreau aussi, et de pas être sous-staffé non plus, et de prendre en fonction des besoins qui tombent, et de se dire, ok, là on a un besoin conséquent, on a besoin de quelqu'un qui soit expert et qui nous aide à monter, globalement. Ok. Et du coup, une petite dernière question. Ouais, carrément. Comment, comment, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui aujourd'hui a envie de se mettre sur les outils no-code? Ça serait quoi ou les quelques conseils que tu pourrais lui donner? Parce que maintenant, tu as un peu l'habitude de ça, tu as vraiment une vraie expertise sur ces sujets. Une personne qui aujourd'hui se dit bah, je suis développeur, je veux me mettre sur ces outils no-code ou plus. Alors, ça va sûrement être un peu plus simple, mais par Ouais. exemple, une personne qui se dit effectivement, du coup, bah, j'étais commercial, j'étais à la com, j'étais au marketing et j'ai Mhm. vraiment envie de me mettre sur du no-code. C'est quoi les quelques conseils que tu lui donnes? Et ben déjà, les conseils, c'est que c'est fonce. C'est que déjà, la chance qu'on a avec le no-code aujourd'hui, c'est que le no-code, ça prend très vite. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir énormément de ressources sur YouTube ou autres, sur des plateformes pour monter en compétences. Je veux dire, en un mois, voire même moins, en quelques jours, on peut déjà monter en compétences très vite sur du Airtable, par exemple, du Make ou du Zapier. Donc, du coup, ne pas hésiter. Et en plus, les plans gratuits nous permettent aujourd'hui de déjà faire des petits cas très simples et du coup, de prendre en main les outils, que ce soit du Airtable, du Monday ou du Zapier. Donc, déjà, ne pas être bloqué par rapport à la partie finance, où il y a déjà des outils déjà sur les plans gratuits vous permettent de vous amuser. Sur le côté formation, très vite, vous allez pouvoir voir des cas sur lesquels vous allez pouvoir vous amuser. Et ce qui me permet de faire la transition sur le deuxième conseil, c'est ne pas commencer forcément trop gros, commencer petit. Commencer par exemple par des sujets qui vous touchent directement. Tu as parlé d'un commercial, et ben peut-être faire un sujet sur comment est-ce que je peux, je sais pas, améliorer mon CRM et créer mon propre CRM pour avoir des mails automatisés personnalisés, pourquoi pas juste trier les leads que je reçois. Donc c'est plutôt se dire, ok, moi aujourd'hui dans mon métier, qu'est-ce qui me prend du temps? Qu'est-ce que je fais à la main? Est-ce que je peux pas l'automatiser à un moment? Ou alors, j'ai une petite idée d'une app potentiellement, ok, quelle est la fonctionnalité prioritaire? Ok, va peut-être sur un Webflow, va peut-être sur un Bubble, et essaye de le développer. Mais faire des petits projets qui te touchent, qui touchent même ton entourage, c'est comme ça que j'ai commencé pour le coup. C'était à l'époque on était en plein Covid, en plein confinement. C'est ma sœur qui est venue me voir un soir, responsable dans la mairie de sa commune, qui me disait Flo, j'ai des milliers de masques à distribuer. Comment je peux Ouais. faire pour être sûr que il n'y a pas plusieurs personnes, enfin que tout le monde déjà ait le bon nombre de masques? Comment être sûr que il n'y ait pas justement des abus sur les prises de masques ou qu'on en manque? Comment être sûr que quelqu'un ne va pas faire plusieurs postes pour récupérer le truc, sachant qu'on n'a pas d'ordinateur, sachant que on a quelques téléphones portables, mais ça s'arrête là, qu'on n'a pas de compétences sur de la spreadsheet ou autre, c'est vite limité. Finalement, avec Bubble, en une demi-journée, on avait un proof of concept qui était posé de voilà, on va prendre ta liste du coup d'habitants, on va leur attribuer un numéro, le nombre de masques dont ils ont besoin, on va envoyer tout ça dans un Bubble, et du coup on va te créer une interface où quand quelqu'un arrive, il a son papier avec son numéro, et du coup tes employés de mairie vont pouvoir le rentrer dans l'interface, voir le nombre de masques, valider que le masque a été pris, et du coup ça se synchronise de partout, et tu es sûr que tout le monde a tout. Et ça nous a pris 2 heures et demie, je crois, à avoir la structure, on va dire, de l'app, qui est juste une interface très simple. Hein. C'est vraiment un truc mobile first très, très simple. Et une petite demi-heure, 1 heure de coloration et de rendre le truc un peu joli. Alors, je suis très mauvais, malheureusement, pour faire ça. Mais voilà, en une demi-journée, c'était réglé, en fait. Et ça, Ouais, c'est c'est assez ouf. incroyable Hein. parce que finalement, ça, c'est vraiment un gros use case de vie. Pour autant, je pense pas que tu puisses en faire ton métier juste quand tu as fait un use case comme ça. Mais par contre, c'est une super manière de rentrer sur les outils no-code et d'en voir en fait la puissance qui est à la fois, certes, une puissance technique, mais une puissance en termes de valeur. Là, tu me dis, il y avait une vraie problématique qui était urgente quand même. Pas pour le coup, c'était une problématique sanitaire très importante et tu arrives en 2 heures, 2 heures et demie, allez, on va dire une demi-journée à sortir une application
qui va permettre de distribuer et de faire en sorte qu'il y ait une égalité de traitement, que tout le monde ait finalement le même nombre de masques. Ça paraît plutôt assez normal. C'est ça qui est complètement incroyable en fait dessus. Et je crois que finalement, presque la valeur vaut tout. Quand tu as réussi à comprendre en fait que cette valeur elle était incroyable sur ces outils no-code, je pense que c'est à partir de là où justement tu switches et tu comprends que les gens peuvent vraiment devenir passionnés sur ça. Complètement. Et pour le coup, tu vois, après il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est qu'évidemment ça s'est fait en 2 heures et demie, mais parce que, bah, voilà, il y a eu de la formation derrière, malheureusement, voilà, ça prend toujours un peu de temps. Faut aussi être honnête là-dessus, hein. Faut Bien pas sûr. vendre de la magie, faut aussi, remettre le contexte. Et pour le coup, ouais, au début, tu vois, j'ai essayé de trouver une solution en disant: «Attends, j'essaye de faire via Eventbrite pour générer des tickets avec un QR code, machin». À l'époque, je maîtrisais pas assez, Airtable, donc je savais pas faire de la génération de code barre Dommage. automatique. Dommage, j'ai essayé, je me suis cassé les dents, mais j'avais pas assez de compétences à l'époque. Mais du coup, et ma soeur m'en parlait encore, elle me disait, mais elle me voyait à minuit encore chercher des solutions, à trouver le truc. Et en effet, une fois que c'était trouvé, bah, t'es juste trop content. Alors finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'ils ont trouvé une solution en entre-deux. Mais finalement, en tout cas, la solution était présentée en mairie, était validée. Et je crois que ça devait coûter peut-être 50 € juste pour pouvoir passer sur le plan Bubble qui te permet d'avoir, tu sais, une base de données suffisamment grande de pouvoir Bien sûr. l'importer. Et peut-être le nom de domaine, pareil, qui a dû me coûter quoi, 10 € grand maxi. Et voilà, pour 50 €, tu as une solution qui fonctionne. Et encore, le nom de domaine n'est pas obligatoire. C'est Ouais. plus voilà, Bubble où il fallait un peu dépasser cette limite de nombre de lignes et d'utilisateurs. Et puis voilà, en fait. Ouais, incroyable. Bon, bah écoute, trop bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Tu vois, j'avais dit entre 45 minutes et 1 heure. Je crois qu'il va falloir que je revoie mon format, en fait, parce que là, on est déjà À une heure à et une demie, heure et ouais. demie. Mais je pense qu'au final, c'était hyper important parce qu'aujourd'hui, ces sujets, ils ne sont pas encore assez traités. Je pense que c'est hyper intéressant de voir cette évolution autour des outils no-code et des équipes no-code, de voir comment est-ce qu'elles arrivent à être dessus. Donc, je voulais vraiment te remercier, Flo, pour avoir représenté Jelly Smack en fait aujourd'hui et puis nous avoir parlé un petit peu de comment ça se passe en interne. Je pense que ce serait même intéressant que tu reviennes dans un an pour voir comment ça a Carrément, changé, parce qu'il y aura carrément. sûrement d'autres pratiques en fait qui auront changé, qui auront évolué. Peut-être même que vous serez passé aussi sur de nouveaux outils avec une nouvelle équipe. Donc ça, c'est hyper intéressant. Encore un grand merci pour ton temps et puis surtout toute la valeur en fait que tu nous as apporté. C'était absolument génial. Du coup, je te dis en fait à très bientôt, puisque on pourra se donner rendez-vous dans un prochain podcast pour essayer de faire une mise à jour de ce qu'on s'est dit. Merci pour tout, Flo. Eh ben, écoute, merci beaucoup Milan. Très cool en tout cas d'avoir été invité, d'avoir pu échanger tout ça. Encore une fois, voilà, très humble sur ce qu'on met en place. On verra en effet dans un an si ça a tenu, si ça n'a pas tenu. Et j'espère qu'on a pu aider, encore une fois, très humblement, peut-être d'autres personnes qui créent des équipes no-code. Et si vous y arrivez, c'est trop cool. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est qu'on puisse monter tous ensemble, grandir tous ensemble. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Jelly, notamment de propager le no-code un peu de partout. Donc si vous arrivez à le faire dans vos équipes aussi, c'est trop cool, tout simplement. Et comme on dit chez Jelly, go bigger. Donc bon courage. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Flo, et je te dis à très bientôt et encore merci. Bye bye. À très bientôt, Ciao. salut. Et voilà, c'est déjà fini, on va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no-code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No Code Session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson. Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et comme on dit, à ciao, bonsoir.